Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière preview de l'année, c'est-à-dire bien juste avant la saison. Et oui, nous sommes à la semaine du kick-off de la saison. Enfin, on a attendu ça depuis très très longtemps. On va vous présenter l'ACC que vous connaissez bien, qui regroupe pas mal d'équipes, notamment de l'Est et du Sud-Est américain. Je suis en compagnie de notre ami The Lonesome Cowboy, Baptiste d'Oklahoma State. Salut Baptiste. Salut Alio. Notre Guigui national de Floride, Guigui 10-1, non 11-1, excuse-moi. Yes, sir. Et notre Gus de Notre-Dame. Salut Gus. Salut tout le monde. Alors, on va démarrer ce soir avec une équipe qui est bien connue parmi les fans de college football, qui a eu au début des années 2000 sa grande époque. Là, ça fait un moment qu'on essaie de retrouver ça. C'est une équipe qui est assez composée de caractère. Voilà, c'est une équipe remplie de caractère, on va dire ça. C'est une histoire assez particulière. C'est Miami. On se dirige du côté donc de la Floride et de l'Hard Rock Stadium. Donc Miami qui partage son stade avec les Miami Dolphins qui sont en NFL. Miami l'année dernière, en 2020, c'est un bon bilan. Donc 8 victoires face à des équipes un petit peu moindres, hein. Il y a Florida State, c'est les rivaux, la seule équipe de Floride aussi présente en ACC, victoire 52-10, victoire face à Pittsburgh, face aux de Virginia, voilà. Les défaites se sont situées face aux gros de la conférence, notamment Clemson et North Carolina, et une défaite en bowl, on va lui demander, face à Oklahoma State, au Cheez-It Bowl d'Orlando, défaite 37-34. Bat, comment tu avais vécu ce match? C'était un match un petit peu en deux temps. Il y avait une première mi-temps où Oklahoma State a roulé sur Miami. On va dire les termes tels qu'ils sont. Après, il y a eu la grave blessure de Derrick King qui s'est malheureusement blessé pour longtemps et on espère le revoir sur les terrains en début de saison. De toute façon, je pense que c'est ce qui est prévu. Et une deuxième mi-temps beaucoup plus convaincante de la part de Miami. Et je crois que c'était 37-34, hein, si je dis pas de bêtises, le score final. C'est ça. Mais voilà, c'était un match, c'était un des meilleurs bowls de la saison parce que c'était un bowl assez serré. Et Spencer Sanders du côté d'Oklahoma State avait été très bon, une fois n'est pas coutume. Au niveau de l'intersaison de Miami, donc c'est la 3e saison de Manny Diaz qui sera head coach et defensive coordinator, qui était déjà defensive coordinator à l'époque, hein, et qui est le fils de l'ancien maire de Miami, Manny Diaz, donc une famille cubaine, hein. On connaît l'histoire de Miami et de son immigration. C'est typique du coin. Au niveau des départs en NFL, on a Jalen Phillips qui a été drafté au premier tour chez les Miami Dolphins, qui reste donc à la maison, et Grégory Rousseau drafté au premier tour chez les Bills, qui est en train d'effectuer une très bonne pré-saison du côté de Buffalo. On a aussi le tight end principal, Brevin Jordan, qui est parti chez les Texans au 6e tour, et Quincy Roche chez les Steelers de notre ami Guigui. En termes de commits, eh bien Miami, c'est la folie. Ça y est, ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté une belle classe commit. C'est la 11e classe nationale, la 2e en ACC, juste derrière Clemson. Ils ont réussi à récupérer 2 5 étoiles. Leonard Taylor, qui est le 4e meilleur defensive tackle du pays. Et James Williams, qui est le premier safety, le meilleur safety lycéen du pays. Ils ont aussi récupéré 12 4 étoiles, donc c'est énorme. Dont le quarterback Jake Garcia, qui est du 8e meilleur quarterback pour la classe 2021. Il y a aussi l'arrivée du 3e meilleur kicker du pays, Andrés Borregales, qui est le petit frère de José Borregales, l'ex-kicker qui vient de partir chez les Bucks, l'ex-kicker de Miami. Donc c'est un excellent recrutement qui a été fait, bien entendu, en Floride et un petit peu en Géorgie. Au niveau des transferts, et ben là, j'ai noté ça comme un chef-d'œuvre. Parce qu'on a 4 transferts, on en a 2 un petit peu moindres, mais on a 2 très gros transferts. On a Tyreek Stevenson, le cornerback de Georgia, qui est un sophomore, hein, donc assez jeune, qui était le 3e cornerback de la QV 2019, qui est très bon. Ça a été assez surprenant d'ailleurs qui quitte Georgia, sachant que ça allait être le cornerback numéro 1 normalement. Et on a l'arrivée de Charleston Rambo, le très bon receveur d'Oklahoma, qui est un redshirt junior, qui a été auteur de 8 touchdowns et plus de milliards ces 2 dernières saisons, sachant qu'il partageait pas mal de snaps avec d'autres très bons coéquipiers. Donc voilà, c'est une addition assez exceptionnelle pour Miami. Au niveau des départs, eh bien, il y a Ted Martell qui s'était inscrit sur le portail des transferts. Ted Martell, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un quarterback très en vue à la sortie du lycée, qui avait commit à Ohio State,
qui ensuite avait transféré d'Ohio State à Miami pour être quarterback. Finalement, il n'avait pas gagné sa place de titulaire, il était passé receveur. Finalement, il a voulu repasser quarterback. Là, il a voulu transférer, il s'est retiré du portail des transferts. Et là, il s'est remis sur le portail des transferts. Il n'a toujours pas trouvé de maison. Guigui en sera très content. Au niveau de l'effectif, eh bien, le quarterback titulaire, et c'est là la superstar de l'équipe, j'ai envie de dire, c'est Derrick King. Donc, il y a un super senior, hein, il a utilisé son année gratuite d'éligibilité en plus, il était déjà senior, qui est donc l'ancien transfert de Houston. Il s'est souvent blessé. L'année dernière, il s'est blessé au ligament d'ailleurs. Il a dû abandonner en cours de saison. On ne savait pas comment il allait revenir, mais finalement, ça s'est très bien passé. Là, les camps récemment, il a un énorme potentiel. Il fait seulement 1,80 m. Il a lancé 73 touchdowns pour 15 interceptions et 7611 yards, et notamment couru pour 1959 yards et 32 touchdowns en 3 saisons et demie en tant que titulaire. Donc, ça va être le facteur X de cette offense de Miami. On le sait très bien, Derrick King, c'est assez exceptionnel et fun à voir, surtout c'est très très fun à voir. Si jamais il se blesse, parce que c'est vrai qu'on connaît sa santé fragile, il est en remplaçant Tyler Van Dyke, qui était le 7e quarterback pro style du pays en 2020, ou Jake Garcia, donc fraîchement arrivé. Donc il y a quand même du beau monde derrière pour suivre à Miami. Au niveau du joueur star à suivre, et des joueurs stars à suivre, je dirais que il y a le left tackle sophomore, en étant 3e année, Zion Nelson, 1,96 m, 143 kg, qui est très très athlétique, qui a des pieds très rapides. C'est ce qui plaît au scout NFL et apparemment, c'est un potentiel premier tour de draft. Il y a aussi le safety Booba Bolden, c'est un safety redshirt junior, qui est un ancien transfert de USC et qui était le meilleur pote au lycée justement de Tate Martell. C'est par lui que Tate Martell est transféré d'Ohio State à Miami. Il a été auteur de 74 plaquages la saison dernière, un sac, 4 fumbles forcés et une interception. Il fait 192 cm, donc c'est une grande tige. C'est une sorte de tour de contrôle assez agile. Il est vraiment très rapide et longiligne dans le backfield. Ça lui permet de plaquer facilement, de contrôler les airs. Il sait très très bien se déplacer. Et ça, c'est assez important pour un safety, comme on le sait. Au niveau des forces de l'équipe, eh bien l'attaque. L'attaque est la force essentielle de Miami, avec la O-line déjà qui est très expérimentée, hein, avec 8 joueurs de retour, je crois, et je vous ai dit donc le left tackle Zion Nelson qui est là. Il y a le poste de running back qui va être intéressant. Il y a la grosse machine Cameron Harris qui fait 1,77 m et 95 kg. On avait sorti des photos sur The Trick Play, qui est une sorte de gros monstre. On dirait Kisley. Il a été auteur de 10 touchdowns en 2020. Et il partagera les snaps avec Jalen Knighton aussi, qui devrait passer un cap, qui a été pas si mal aussi en 2020, et qui a eu 2-3 actions assez flashy intéressantes. Au poste de receveur, et ben, ça sera aussi assez complet. Donc il y a Charleston Rambo qui vient d'arriver, mais il y a aussi Mike Harley qui est de retour dans le slot avec 7 touchdowns en 2020 et 800 yards, énorme. Et le tight end Will Mallory qui remplace Bremin Jordan, mais qui a été quand même auteur de 4 touchdowns pour 329 yards la saison dernière. Ça s'annonce assez explosif en attaque avec tout le potentiel que l'on connaît à Derrick King. Le poste defensive back aussi sera assez fourni, hein, on l'a dit, Tyreek Stevenson, Booba Bolden, il y aura de quoi faire. Au niveau des faiblesses, en revanche, eh bien, il y a le poste d'IN, les départs de Quincy Roche, de Grégory Rousseau, même s'il avait opt-out en 2020, et Jalen Phillips va laisser un petit peu orphelin le poste, hein. C'est des départs assez importants. On a Zach McLeod, le très bon linebacker, qui va tenter de passer d'IN. On va voir si ça fonctionne bien. Ça avait l'air, en tout cas, au camp. Le post linebacker, justement, avec Mike Lloyd qui passe sur la ligne, ça devient un petit peu léger. Il n'y a pas forcément des joueurs qui ont impressionné par le passé. Il y en a certains qui vont devoir step up. On pense à Corey Flagg, notamment, qui apparemment a pris du gab pendant la off-season. Voilà, c'est surtout le nom qui ressortait au poste LB. La question que tout le monde se pose, et j'espère que vous la posez aussi, les gars, c'est est-ce que ça ne serait pas l'année pour détrôner Clemson? Clemson qui aura pas mal de changements, hein, qui aura plus son quarterback titulaire Trevor Lawrence, qui aura plus Travis Etienne en attaque, qui a perdu quelques joueurs. Est-ce que ça ne serait pas l'année pour Miami de détrôner Clemson en ACC et d'éventuellement aller vers les playoffs, ou tout du moins au bord des playoffs? Alors moi, je vais voir ça vis-à-vis du calendrier, parce qu'il y a une week 1 qui se situe face à Alabama. Ça va être très particulier, ça va être un super match, parce qu'Alabama, c'est pareil, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, ça doit se renouveler. Il faut que Bryce Young step up dès la week 1 face à une bonne défense de Miami. Ça sera au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, stade des Falcons. Ça va être très très bien à regarder. Je pense qu'on va être beaucoup devant.
Et je pense qu'on va faire un petit live Twitch devant également. Il y a Appalachian State en week 2. Appalachian State, jamais évident. Michigan State en week 3, donc pour du hors-conf. Hein. Déplacement à North Carolina le 16 octobre. Déplacement à Florida State le 13 novembre. Déplacement à Duke le 27 novembre pour terminer la saison. En pronostic, j'ai mis 11 victoires, une défaite. Donc défaite face à Alabama, mais je le mets avec des petites pincettes. Après, il y a une défaite qui est probable face à North Carolina, sachant qu'ils jouent du côté de Chapel Hill. Et il y a toujours des surprises. En ACC, il y a quand même pas mal de petits upsets. Donc voilà, attention à ça. Je mets 11-1, mais on ne sait jamais. Ça peut être du 10-2, ça peut être du 9-3. Je vise le 11-1 quand même. L'objectif pour moi, c'est quand même d'être numéro 1 de la division coastale et direction l'ACC Championship. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On va se situer du côté de la Caroline du Nord désormais et on va aller pas vers Chapel Hill, on va aller du côté de North Carolina State. Augustin, comment ça peut se passer pour les Wolfpack? Alors, Dédicace à Mojo d'ailleurs. et dédicace aussi à Philippe Rivers. Je sais qu'il y a des fans des Chargers qui nous écoutent. Et excuse-moi, juste avant, je t'interromps, mais je voulais faire aussi des bisous à Miami France, hein, qui est sur Twitter. N'hésitez pas à aller le suivre. Il est très, très, très actif. Il met plein d'infos sur l'équipe de football. On lui fait vraiment des gros bisous. C'est un auditeur qui est là depuis longtemps et qui est super sympa. Voilà. Bisous à toi et n'hésitez pas à aller le suivre. J'en reviens donc à NC State. NC State qui sort d'une saison 2020 très très bonne, avec un bilan de 8 victoires pour 4 défaites. Si je parle de bilan très très bon, c'est parce qu'en 2019, l'équipe de Dave Dowan en avait glané que 4 victoires. Et il restait notamment sur une série de 6 défaites consécutives en fin de saison. Donc voilà, cette saison a marqué une vraie progression et on va voir dans quelques instants qu'elle est due à un effectif mature. Ah oui, il y a aussi à noter qu'ils ont perdu au TaxSlayer Gator Bowl, le bowl de fin de saison face à Kentucky, 23-21. Dave Doran, vous connaissez, c'est le coach légendaire de NC State. Il a été prolongé jusqu'en 2025. Pour rappel, il est là depuis 2013 maintenant. Enfin, cette prolongation, c'est fait de la concrétisation de son travail. Il a remis, on va dire, le programme sur le droit chemin, si je peux le dire comme ça. Et c'est une très très bonne nouvelle. Au niveau de la revue d'effectifs, il y a 18 titulaires de retour, dont le quarterback Devin Leary. Alors Devin Leary, il avait commencé cette saison 2020 en boulet de canon avant de se blesser. Voilà, il a fait seulement 4 matchs. Il avait laissé cette fin de saison à son remplaçant Bailey Hawkman, qui a transféré entre-temps à Middle Tennessee. Middle Tennessee, qui est une fac du groupe of five, hein, vous le savez. Ça fait 890 yards à la passe pour 8 touchdowns. Et on va dire, il est la raison pour laquelle la fanbase et les insiders du Wolfpack sont assez hypés, parce qu'il est très talentueux, il fait peu d'erreurs, et c'est un très bon quarterback de college football. Pour l'anecdote, son backup sera Ben Finlay, le petit frère de Ryan Finlay, qui est aujourd'hui en NFL. Si je dis pas de bêtises, il est aux Bengals. Au niveau de l'attaque, alors parlons de l'attaque, on va peut-être s'y attarder un petit peu plus longtemps. C'est la vraie force de cette équipe. On va commencer avec le corps de receveurs qui est ultra talentueux, notamment avec un trio qui devrait faire des merveilles l'année prochaine en ACC, avec Emeka Emedi, hein, le chef de file, Tyler Thomas et Devin Carter. Et j'ai noté aussi que le coach des receveurs va changer, puisque ce sera Joker Phillips, qui est l'ancien head coach de Kentucky. Donc voilà, avoir comme coach des receveurs un ancien head coach en college football qui puisait Kentucky, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Du moins je pense, pour qu'il ait accepté ce poste. Si on peut penser que le jeu à la passe sera surutilisé, ça ne sera pas forcément le cas, parce que les running backs sont talentueux, les squads est très très bonne avec le duo Zonovan Knight et Ricky Person Jr., et la ligne offensive voit le retour de 4 titulaires. En défense, retenez un nom, c'est Peyton Wilson, le linebacker, qui est une ancienne star du recrutement, et en fait ces dernières années il avait surnagé dans cette défense trop inconstante du Wolfpack. Il faut noter qu'il a subi une opération importante en début de printemps et qu'il a donc manqué les spring practice. Donc il va falloir voir son état de forme physique tout simplement lors des premiers matchs. Mais ça sera certainement un joueur à surveiller pour la NFL. Soyez-en sûrs que les scouts connaissent déjà son nom.
Le coach Stack a réussi à remplacer Alin McNay, qui est parti lui aussi en NFL, avec l'arrivée du joueur de Florida State, Corey Jordan. La secondary, voilà, on en vient au point faible de cette défense. Ça sera véritablement, même assurément, le point faible de cette équipe. C'est pour cette raison que Dave Doeren est allé chercher un cornerback de Marshall et un safety de Florida State sur le portail des transferts. La question que tout le monde se pose, est-ce que NC State sera le dark horse en ACC? Moi, je le pense, parce que l'équipe a pris en maturité. Les départs ne vont pas trop leur porter préjudice. Ils voient le retour d'un super quarterback qui sera pour le coup le baromètre de cette équipe. Il aura les clés en fait de la saison du Wolfpack et on lui espère la même carrière que celle de ses prédécesseurs. Je rappelle que NC State s'est formé de très bons quarterbacks. Ils ont eu Russell Wilson il y a maintenant longtemps, avant qu'il parte du côté de Wisconsin. Ils ont eu Jacoby Brissett, ils ont eu Philip Rivers et Ryan Finlay. Au niveau du calendrier, alors ils auront, je trouve, un calendrier relativement simple en extra-conf, puisqu'ils affronteront South Florida et Furman. Il y aura un match face à Mississippi State. Alors Mississippi State, c'est pas la joie en ce moment, donc le match, il est vraiment prenable. Puis en revanche, les matchs contre les équipes de la SEC seront compliqués, puisqu'ils vont affronter tous les cadors avec Clemson, Miami et North Carolina. Donc l'objectif du programme pour moi, c'est d'atteindre les 10 victoires. Ça serait seulement la deuxième fois de l'histoire du programme qu'ils y parviendraient. La faiblesse de leur division laisse croire qu'ils seront les principaux concurrents de Clemson, du moins c'est l'analyse que j'en fais. D'autant plus que le Wolfpack voit le retour d'une équipe expérimentée et remplie de playmakers, et Emezi Emeka en figure de proue. Et voilà, il faudra confirmer en fait toutes les attentes qu'on place en cette équipe, et notamment en Devin Leary, le quarterback, pour savoir s'ils sont un top programme en SEC. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils en sont capables, ils ont le potentiel. Maintenant, il faut confirmer. Mon prono, c'est 9 victoires et 3 défaites. Les 3 défaites face à UNC, Clemson et Miami. Et j'ai noté là sur mon document que c'est une équipe à regarder. Je vous conseille, le stade est sympa, il y a une bonne ambiance. Et voilà, ça fait partie de ces équipes sexy d'une ACC qui en manque un peu parfois. Source Bertrand Latour. Merci beaucoup, Gus. On passe du côté de l'ex-fac de Lamar Jackson, les Cardinals de Louisville. Les Cardinals qui vont nous être présentés par l'homme à la meilleure barbe, Baptiste. Oui, donc direction le Kentucky pour les Cardinals. Alors les Cardinals, on va faire un petit récap de l'année 2020. Une année 2020 beaucoup plus décevante que l'année 2019. Je rappelle que c'est la 3e année de Scott Satterfield en tant que head coach du programme. La première année, il avait fait un bilan assez impressionnant, je crois, de 7-5, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc on n'entendait pas grand-chose. En 2020, on s'est dit, il va poursuivre sur la lancée. Il y a plein de playmakers en attaque. Atwell pour ne dire que lui. Et finalement, l'année 2020 était plutôt galère avec un bilan de 4-7. Alors, beaucoup de défaites serrées. Et en fait, beaucoup de turnovers qui coûtent cher à la fin des matchs, finalement. En fait, ils ont eu moins 12, un débours de 12 turnovers par rapport à leur adversaire direct lors de la confrontation lors de l'année 2020, ce qui est la pire équipe de FCS, tout simplement, de FBS, pardon, tout simplement. Alors, pas de gros changements, enfin, un gros changement, mais pas vraiment d'arrivée au poste de head coach, enfin, poste de coach, pardon. En fait, simplement, Dwayne Ledford, qui était le coordinateur offensif, est parti pour les Falcons pour occuper la même place. Et Scott Satterfield a décidé de prendre en charge le poste d'offensive coordinateur et de play caller. Donc voilà, à voir comment ça va fonctionner, parce que c'est vrai que c'est assez rare de voir des head coach prendre en même temps un poste de coordinateur. Donc on va voir ce que ça va donner. Sachant que Scott Satterfield a été un petit peu tenté par le poste de South Carolina. Il a été, disons qu'il a envoyé un CV, on va dire. Hein, il a mis à jour son CV sur LinkedIn. Il l'a envoyé du côté des Gamecocks. Donc ça n'a pas forcément plu, hein, ça s'est su. Donc il s'est épanché en excuses dans une lettre dans la presse locale. Mais voilà, donc c'était une intersaison un peu bizarre, hein, avec pas mal de départs, notamment chez les coachs de position. Du côté de l'arrivée, au niveau des portails des transferts, il y a eu 5 arrivées, donc c'était une petite recrue au niveau du transfert, mais il y a 2 DB qui vont être, defensive back qui devraient être intéressants. C'est Rustis qui vient de Kansas State et Anthony Johnson qui vient de Virginia, qui devrait rajouter un peu de profondeur sur les lignes arrière.
Alors, on va parler un peu des départs, notamment des départs de la draft. Le duo de receveurs Des Fitzpatrick et Tutu Atwell ont été draftés. Alors, j'arrive plus à me souvenir des équipes. Tutu Atwell, c'est qui a drafté Atwell? J'arrive même plus à me souvenir. Bref, c'est pas grave. En tout cas, Les ils perdent Rams. Les Rams. Ils perdent leurs deux playmakers, leurs deux playmakers au poste de receveur et Javon Hawkins, qui était le running back titulaire et running back numéro 1, qui lui n'a pas été qui a été drafted, mais en tout cas qui a apporté beaucoup de yards au sol. Du côté des gens qui sont encore là, le QB titulaire, c'est Malik Cunningham, qui est true junior. Alors lui, il est titulaire depuis son année freshman. Alors il a fait une campagne 2019 très bonne. C'est pour ça que les Cardinals avaient fait une saison 2019 très excellente. En 2020, ça a été beaucoup plus compliqué. 15 pertes de balles, 12 interceptions et 3 fumbles perdus. Enfin voilà, ça a été beaucoup plus dur pour Cunningham. Voilà, on espère pour lui qu'il va rebondir après cette année 2020 compliquée. Alors, sachant qu'il a des qualités, alors toute proportion gardée bien sûr, mais qui se rapproche de celle de Lamar Jackson. C'est pas un très bon passeur, par contre c'est un très très bon coureur. Donc voilà, donc à voir s'il va marcher dans les traces de son aîné. Deux petits joueurs à suivre comme ça en attaque. Le tight end Marshall Ford, pardon, qui est super bon en red zone. Je crois qu'il a capté 25 passes l'année dernière, dont 6 pour touchdown. Voilà, donc voilà, le ratio est quand même plutôt intéressant. Et à garder un œil sur le tackle Trevon Reed, qui progresse très vite et qui pourrait très vite monter dans les boards pour ceux qui s'intéressent à la draft. Du côté de la défense, il y a CJ Ray, le linebacker, qui fait parler de lui parce que voilà, c'est un pur joueur de college football. C'est un super senior, donc vous attendez pas à ce qu'il finisse en NFL, mais voilà, c'est un vrai leader qui sent très bien le jeu. Voilà, c'est des joueurs qui sont très sympas à voir. Donc CJ Ray, le linebacker. Du côté des forces de l'équipe, en fait, Louisville a un fonctionnement offensif qui pose des soucis aux coordinateurs défensifs de la conférence. Donc voilà, donc c'est un schéma offensif qui fonctionne très bien. Ils ont été encore une attaque qui était tout à fait correcte. Je crois qu'ils étaient 15e attaque du pays l'année dernière. Donc voilà, donc ça va pas changer. En plus, ils ont une ligne offensive qui est très expérimentée. Donc Malik Cunningham est dans les meilleures conditions pour rebondir après 2020. Malheureusement, du côté des faiblesses, donc j'ai parlé de nombreux départs au sein des coachs et une intersaison mouvementée. Donc ça, pareil, ça veut dire que l'environnement du programme n'est pas forcément sain et ça va forcément se payer un jour ou l'autre. Et puis voilà, il y a pas mal de playmakers à remplacer. Donc à voir qui va prendre la place, surtout au niveau du receveur, parce que voilà, il y a deux grosses pertes, quoi. Donc la question que tout le monde se pose, c'est quel Louisville aurons-nous sur le terrain? Est-ce que ça sera celui de 2019 accrocheur et qui gagne les matchs tirés, ou celui de 2020 un peu plus KA et qui perd ses matchs tirés qu'il gagnait l'année précédente? Un petit coup d'œil maintenant au calendrier. Alors ils ont un calendrier qui est simple. Je vais pas dire, je n'ai pas d'autres termes parce que l'ACC est quand même, pour moi, la conférence du Power 5 la plus faible. Et donc, forcément, dans les matchs de conférence, il y a des matchs qui sont pas faciles, mais qui sont facilement gagnables en tout cas. Ils finissent l'année, par exemple, par Syracuse et Duke. Voilà, donc c'est des matchs gagnables. Petit fun fact, ils rencontrent deux équipes de la SEC, une pour ouvrir la saison, ça sera contre nos Rebels d'Ole-Miss le lundi soir de la première semaine. Et ils finiront bien sûr par le match de rivalité contre Kentucky pour la Governor Cup en fin de saison, le week-end de Thanksgiving. En plus, ils ont une équipe de FCS et UCF, donc UCF toujours un petit peu galère à jouer. Donc voilà, donc ceci étant dit, moi je vois quand même un bilan de 6-6 au moins, parce qu'il y a Wake Forest, parce qu'il y a Syracuse, parce qu'il y a Duke. Voilà, il y a au moins 3 matchs qui sont très facilement gagnables. Une équipe de FCS, ça fait 4, et ils arriveront forcément à gratter un contre Virginia ou Boston College, ou même NC State qui est pas invincible, j'ai envie de dire, et peut-être même Kentucky. Donc voilà, donc je vois 6-6 pour Louisville qui va se remettre un peu sur le droit chemin, mais voilà, il y aura quand même cette question de qui va prendre les rênes de l'attaque et aider Malik Cunningham. Voilà. Ouh, tu as donné la victoire à Ole Miss, tu as échappé au pire, heureusement. Je suis pas fou quand même, hein. Je tiens à la vie, quoi. On se dirige du côté de la ville de Pittsburgh. Et oui, nous allons voir les Panthers. Alors, il faut savoir que Guillaume donc, est un fan des Pittsburgh Steelers et que le point commun, en plus de la ville, entre les Panthers et les Steelers, est qu'ils partagent le même stade, le Heinz Field. Guigui, comment ça va aller pour Pittsburgh après une grosse saison? Enfin, surtout beaucoup de joueurs qui avaient des forts potentiels et qui sont partis récemment. Comment ça va se passer? Pitt finit avec un bilan de 6-5, donc ce qui est un bilan correct. Leur saison aurait pu ou aurait dû avoir un tout autre visage
si sur ces 5 défaites, ils n'avaient pas eu 2 heartbreakers, on va dire, face à NC State où ils perdent 30-29 avec une superbe performance de leur quarterback Pickett avec 400 yards à la passe, et avec une défaite face à Boston College en overtime 31-30. Ils finissent en 6-5, mais on n'était vraiment pas loin du 8-3. C'est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bons joueurs, comme tu l'as dit. Une vraie bonne équipe entraînée par un Pat Narduzzi qui était dans sa 6e année, là il rentre dans sa 7e, qui est vraiment pas passé loin d'une très bonne saison s'il n'y a pas eu ces 2 défaites assez très serrées, on va dire. Les Panthers, ils récupèrent Kenny Pickett, leur quarterback, qui arrive pour une 5e saison au sein du programme. Il va falloir vraiment capitaliser là-dessus pour espérer faire mieux, parce que si je dis pas de bêtises, ça fait 5 ans que Pittsburgh finit avec au moins 5 défaites. Et ça se joue pas souvent à grand-chose. C'est une équipe qui est assez fun à regarder. Ça joue vraiment bien au foot. Donc, du coup, comme j'ai dit, ils récupèrent Kenny Pickett. Ça va leur faire du bien parce qu'il sort d'une bonne saison avec 2400 yards et 13 TD. 9 interceptions, ça c'est un peu chiant. Le problème de Pitt, c'est leur running game. Si on ne compte pas le dernier match face à Georgia Tech, ils n'ont pas un match avec un rusher à plus de 100 yards. Donc vraiment, ça les a limités dans le sens où te rend un peu unidimensionnel, on va dire, en attaque, ce qui est jamais bon. Pour régler ces problèmes de running game, ils vont compter sur une O-line expérimentée, malgré le départ de Jimmy Morrissey, qui était 3 fois All-SEC Center au cours de sa carrière. Les 2 gardes, les 2 tackles ont de l'expérience, tout simplement. Ils ont 8 starts et 2 starts. Donc une O-line assez expérimentée qui fera du bien à cette équipe. Pour le running game, ils vont compter essentiellement sur leur running back Vincent Davis, c'était lui qui avait fini face à Georgia Tech avec 247 yards en 25 portées. Donc calculé assez vite fait, ça fait quasiment 10 yards par course. Au poste de receveur, il récupère celui qui était freshman l'année dernière, donc maintenant sophomore, Jordan Addison, qui va être pour moi leur principal target. Si vous l'avez déjà vu jouer, c'est un super route runner, il est assez rapide. Et pour la petite anecdote, il a posté la saison freshman la plus prolifique depuis Tyler Boyd en 2013. Tyler Boyd qui est aujourd'hui toujours au Bengals, si je ne dis pas de bêtises. Et quelques problèmes de drop en 2020. Il en a eu 10, si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'avais lu. Pour ce qui est de la défense, c'est là où il y a le plus de questions, on va dire, avec 5 starters qui sont partis en NFL, d'ailleurs les 5, pour ne citer que Patrick Jones, Rashad Weaver et Paris Ford. Derrière, ils ont quand même du monde. Je vais en citer à peu près un par poste. Deslin Alexander sur la D-line, qui a posté de belles stats en tant que backup de Rashad Weaver et qui peut être vraiment très intéressant. Au poste de linebacker, le retour que moi j'attends, c'est celui de Cam Bright, qui a fini avec 8 tackles et demi pour loss, 8 tackles et demi pour perte, et Wendell Davis, qui devrait être le starting middle linebacker de cette équipe, potentiellement le capitaine aussi, je pense. Et pour finir, au poste de DB, donc voilà, c'était celui-là, l'autre safety, dont je ne me rappelais plus le nom, c'était Damar Hamlin et Paris Ford, qui étaient les 2 safety stars du programme, voire les 2 aussi défenseurs stars du programme. Maintenant, ils ont du monde, surtout au poste de cornerback, avec un trio composé de AJ Wood, Marquis Williams et Rashad Battle, qui ont été très bons l'année dernière et qui vont avoir à cœur de confirmer cette année. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans les équipes de Pat Narduzzi, en règle générale, la défense, c'est vraiment le point d'ancrage, c'est vraiment la force de ces équipes. Donc à voir comment ils vont réussir à se relever de tous ces départs. Pour ce qui est de leur calendrier de la saison prochaine, un peu comme c'était dit avant, le calendrier pas si compliqué que ça. En fait, ils ont soit des matchs, je trouve, vraiment à leur portée, soit des matchs totalement hors de leur portée. Donc les matchs totalement hors de leur portée, pour moi, c'est Clemson, Miami, UNC. Pour moi, il n'y aura pas match. Maintenant, le reste, ils ont UMass, ils ont Tennessee. On connaît l'état de Tennessee en ce moment. Pour moi, je pense que c'est une victoire, ça. Ils ont Western Michigan, l'Université de New Hampshire, Georgia Tech, Virginia Tech, Duke, Virginia et Syracuse.
Je les vois vraiment accrocher le 9-3 ou à la limite le 8-4. Mais il faut vraiment qu'ils passent au cap parce que derrière, Kenny Pickett va partir. Et ça va commencer à faire beaucoup, en fait. Pour moi, ça va commencer à faire beaucoup. Et même en termes de recrutement, c'est pas la folie. Donc, c'est vraiment cette année où il faut capitaliser un max sur les joueurs qui sont là, montrer ton plus beau visage pour justement déjà améliorer ce recrutement et être plus attractif. Voilà, je vais être optimiste et je vais leur donner un 9-3. Pour moi, c'est la saison pour Pittsburgh pour passer ce cap. Ah ouais, 9-3, t'es chaud quand même. J'arrive pas à vraiment voir de vrais matchs serrés, à part peut-être Virginia. Le problème avec des programmes comme Pitt, c'est que c'est ou tout ou rien. C'est tout ou rien, C'est en fait. C'est ça, en fait. C'est vraiment tout ou rien. Une petite pensée à Robin qui avait beaucoup apprécié Pittsburgh l'année dernière. Ouais. En parlant de Virginia, on va aller en Virginie, pas pour Virginia, mais pour Virginia Tech, du côté de Blacksburg. Alors Virginia Tech, pareil, gros programme assez célèbre du college football. Je sais qu'à chaque preview, à chaque fois je le répète, mais c'est une fac qui a été marquée par un shooting de masse, comme on dit, une tuerie de masse il y a peut-être 2017-2008, donc il y a peut-être moins d'une quinzaine d'années que ça. Ça reste assez ancré quand même et marqué. Le Lane Stadium qui a eu pas mal d'événements vis-à-vis de ça. Pour se remémorer des victimes. Donc voilà, c'est une fac assez particulière dans une petite ville au fin fond de la Virginie, entre les forêts et les montagnes. Au niveau du bilan de l'année, 5 victoires pour 6 défaites en 2020. 5 victoires, 5 défaites en ACC. Des victoires assez notables face à Louisville, 42-35, Boston College, 44-14, Virginia, les rivaux, 33-15. C'est quand même toujours des gros scores, ils marquent beaucoup Virginia Tech. Et des défaites contre tous les gros, encore une fois, de la conférence, UNC, Clemson, Miami. Voilà. Et même à Liberty en hors-conf, défaite 38-35, Liberty dont on parlait souvent avec notamment Malik Willis aux commandes. Au niveau de l'intersaison, c'est la 6e saison pour Justin Fuente avec 38 victoires pour 16 défaites, son bilan à Virginia Tech. Au niveau de la draft, surprenamment, il y a eu 2 premiers tours pour Virginia Tech. C'est Caleb Farley, le cornerback qui est parti du côté des Titans, et le super tackle Christian Darrisaw qui est parti du côté des Minnesota Vikings. Divin Deablo, le safety qui cogne, est parti du côté, et bien évidemment, des Las Vegas Raiders au 3e tour. Et Khalil Herbert, pareil, un petit running back assez sous-côté que j'aime beaucoup, est parti du côté de Chicago chez les Bears. Au niveau des commits, c'est seulement la 43e classe nationale, la 10e en ACC. Ils ont un joueur 4 étoiles, c'est DJ Harvey, le 29e cornerback. Et un commit, alors ça c'est assez marrant, il y a des prep schools, preparatory school au niveau lycéen, c'est Michael Thomas qui est passé également. Le premier safety de prep school, qui est le 3e meilleur joueur national de prep school, est parti du côté de Virginia Tech. Au niveau des transferts, la room defensive end a été décimée avec 3 départs en transfert après des incidents, je crois, hors fac. Je ne connais pas les détails, mais bon, ça a créé 3 transferts au niveau des D-end et un arrêt de carrière pour des raisons médicales d'Emmanuel Belmar, qui était largement le meilleur defensive end de cette équipe. Donc, c'est assez compliqué. Il fallait que quelqu'un le fasse. Ça, c'est compliqué pour Virginia Tech. Il y a aussi le départ du quarterback Kendon Hooker, qui est un dual threat pur, qui est parti du côté de Tennessee, qui sera sûrement titulaire là-bas. 22 touchdowns pour cette interception, 2894 yards à la passe et 15 touchdowns et plus de 1000 yards à la course. Voilà son bilan Virginia Tech. Il y a notamment le transfert de 2 O-line starters, donc ça fait mal un petit peu. Il y a pas mal de transferts dans le sens des départs. Au niveau des arrivées, il y a 7 transferts, dont Jordan Williams, qui est un D-end ex-4 étoiles de Clemson, et Johnny Jordan, qui est l'ancien centre titulaire de Meterrapins du Maryland. Une perte qui nous a fait un petit peu mal. Au niveau de la revue d'effectifs, le quarterback titulaire sera Braxton Burmeister, qui est l'ancien transfert 4 étoiles d'Oregon, qui a été auteur la saison dernière pour sa première année du côté des Hokies, de 687 yards, seulement 2 touchdowns et 1 interception et 2 touchdowns à la course. Il fait 1m85. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de touchdowns
à la course par les running backs de Vitek. Donc voilà, ça coupe un petit peu. Et puis Burstmaster n'a pas joué toute la saison vu que Hooker avait démarré. Au niveau des forces de l'équipe, eh bien, la room de running back semble assez intéressante, hein, avec notamment Jalen Austin qui a perdu un peu de poids et qui est prêt à remplacer Herbert. Il va utiliser le même rôle, c'est pour ça qu'il a perdu du poids pendant l'off-season. Il y a aussi les receveurs titulaires Tevin Robinson et Trey Turner qui combinent 1100 yards et 6 touchdowns à eux deux la saison dernière. Donc pourquoi pas un petit step-up au poste receveur. Le poste cornerback avec le retour de Jermaine Waller qui était blessé, qui jouait au même niveau. Alors, c'est ce que disaient les insiders, mais il joue à un niveau similaire à Caleb Farley, hein. On sait que Farley avait un super niveau du côté de Virginia Tech avant d'être drafté au premier tour, qui avait lui aussi des soucis de blessure. Et en cornerback numéro 2, il y aura Dorian Strong, qui était aussi très bon en freshman, à voir comment se passe sa saison sophomore. Les faiblesses, eh bien entendu, c'est le poste d'IN, hein, comme je vous l'ai dit, qui avait perdu énormément de monde. Ils ont dû faire descendre un linebacker sur la D-line, un peu comme Miami, qui s'appelle Amare Barno, qui était un des meilleurs linebackers de l'équipe. Donc voilà, ça peut créer un peu de manque au poste linebacker également. La O-line peut être intéressante, mais c'est vrai que c'est quand même à reconstruire avec 3 départs. Et puis on a aussi les départs du punter et du kicker titulaire. Ça crée un trou. Un bon punter, un bon kicker, c'est toujours important dans un effectif de football. Les kicks, faut pas oublier que ça fait gagner des matchs. Voilà. La question que tout le monde se pose, c'est où se dirige le programme? Est-ce que ça va vers le mieux? Est-ce que ça va vers le pire? C'est un peu un point d'interrogation pour Justin Fuentes. Et si c'est pas sa dernière saison du côté de Blacksburg. Au niveau du calendrier, ils démarrent en week 1 du côté de North Carolina. Ils reçoivent Notre-Dame, t'es Fighting Irish Gus le 9 octobre. Ils se déplacent à Miami le 20 novembre. Ils se déplacent à Virginia le 27 novembre. Et ils n'affrontent pas Clemson, donc ça c'est déjà pas mal. Au niveau des pronos, je leur ai mis un bilan positif, même si je prends ça avec des pincettes, hein. 7 victoires, 5 défaites, avec des défaites face à UNC, West Virginia, je vois bien la surprise West Virginia, on en parlera tout à l'heure, Notre-Dame, Boston College, on en parlera également tout à l'heure. Et j'hésite entre Boston College ou Georgia Tech au niveau de la défaite, mais il y a moyen, c'est possible. Et une défaite face à Miami. Voilà pour la fac de Wilfried Penney, parce que n'oubliez pas, on a interviewé un Français qui joue là-bas, qui était Thailand, et maintenant il joue D-line. Je crois il a switché là de poste pendant la off-season. En tout cas, il y a l'interview qui est disponible à l'audio ou sur YouTube. Vous pouvez aller voir Wilfried Penney, donc, qui a sa full scholarship, hein, Virginia Tech, assez important de le mentionner. Félicitations à lui. On passe justement du côté de Boston et du Nord, Boston College, les gars. Les Eagles, la fac de Matt Ryan, le quarterback qui s'est mangé la plus grande clim au Super Bowl. Comment ça peut se passer en 2021? Putain, ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé des Falcons, hein. On commençait à s'inquiéter là. Alors non, pour la deuxième saison de Jeff Hafley, bah, rappelez-vous, l'ancien défensif coordinateur d'Ohio State, il a réalisé un très bon bilan, je trouve, pour 6 victoires et 5 défaites, hein, 5-5 en ACC. Évidemment, dans un contexte qui est très très difficile en raison du Covid, il s'en est très très bien tiré. Si je dis ça, c'est parce que quand tu commences ta deuxième année et que tu peux pas avoir tes joueurs avec toi, c'est compliqué. Donc franchement, bravo à lui. À noter aussi qu'il n'y a pas eu de bowl game. Ça a été une des premières équipes du pays à annoncer qu'il ne souhaitait pas en fait prolonger, on va dire, le plaisir pendant un mois. Parce que les joueurs apparemment étaient exténués mentalement. Et ah oui, aussi, il faut noter que c'est le seul programme du pays qui a eu 0 cas de Covid. Chose incroyable, il n'y a eu aucun match annulé dans une saison qui a été marquée par les reports ou les annulations. C'est à noter. Au niveau de l'intersaison, il n'y a eu aucun changement en fait chez les coachs, hein. Tout le monde reste en place. En même temps, c'est la deuxième année du coach. Sur le portail des transferts, ils accueillent un DB de FSU, le strong safety Jalen Lars-Woodby, et le linebacker de Temple, Isaiah Graham Mobley. Au niveau de la draft, ils ont perdu des bons joueurs, notamment Hunter Long, le super tight end parti chez les Dolphins, puis Isaiah McDuffie chez les Packers, mais surtout l'âme de cette défense, le leader défensif qui a plaqué pour 316 fois au cours de sa carrière, Max Richardson. À noter le départ qui n'est pas anodin du running back David Bailey qui a fait beaucoup derrière la Super Bowl line l'an dernier. Il est parti à Colorado State.
Le quarterback titulaire, et c'est là la partie la plus importante, ça sera Phil Jurkovec. Phil Jurkovec, je vous le dis tous les ans, c'est un ancien de Notre-Dame qui a dû en fait transférer Notre-Dame pour la Boston College suite au retour pour sa 5e année de Ian Book. Joueur hyper impressionnant. Je le compare souvent à Sam Ehlinger parce qu'ils ont le même morphotype. Ils ont un bras qui peut être canon, mais ils font beaucoup d'erreurs aussi. Ça court bien. Non, franchement, c'est les joueurs où on a du mal à les voir à faire plus en fait que du college football, à réussir en NFL, mais c'est des joueurs qui marquent en college football et ça c'est quelque chose d'hyper appréciable, du moins à la télé. D'autant plus qu'en fait il aura une ligne offensive devant lui énorme qui revient à 100% avec notamment un trio de Redshirt Senior, l'un des meilleurs du pays, Zion Johnson, Alec Lindstrom et Ben Petrula. Les trois seront draftés à n'en point douter l'an prochain. Il y aura un receveur, Zay Flowers, qui était All-ACC First Team l'année dernière avec plus de 900 yards pour 9 touchdowns. C'est un joueur, comme Baptiste aime dire, gracieux et ultra solide. Aussi à noter sur la D-line, la petite pépite, le true freshman qui a joué 11 matchs l'an dernier et qui devrait faire parler de lui, c'est le defensive tackle Cam Horsley. Et au niveau des faiblesses, il faut bien en trouver après cette attaque magnifique. C'est le front seven qui est complètement fait à reconstruire, notamment avec la perte de Max Richardson. Voilà, il va falloir compenser ce manque de talent, mais Boston College est une équipe qui recrute relativement bien. D'ailleurs, j'ai vu qu'en 2022, ils avaient un prospect dans le top 100, chose qu'il faut mentionner. La question que tout le monde se pose, et là les gars, je vais vous demander vos avis. Est-ce que Boston College sera l'équipe surprise en 2021 ? J'ai envie de dire de mon côté que ça l'était un petit peu l'an dernier, puisqu'on a pu voir l'émergence de joueurs impressionnants avec McFlowers ou Jurkovec. On connaissait déjà les forces de cette O-line, mais vraiment dans ce duo quarterback-receveur a fait parler lui en college football. Alors maintenant, on va voir si tout cela va pouvoir se matérialiser en vous donnant le calendrier et vous me donnerez vos réponses après. Bon, qu'on se le dise, leurs 3 premiers matchs, Colgate, pas le dentifrice, UMass et Temple, ces 3 victoires. Pour aller Temple peut-être au stade des Eagles à Philadelphie, ce sera compliqué. Mais en revanche, après, il y aura un super match face à Missouri, à Chestnut Hill dans le Massachusetts, chez eux. Puis un match dans la foulée face à Clemson. Donc là, il va falloir serrer les dents. Mais on a vu que l'an dernier, Boston College avait réussi à faire beaucoup de mal à cette équipe de Clemson, avant un peu sombré, j'ai envie de dire. Voilà. Après, le reste du calendrier reste très très facile. Il n'y a pas de grosse équipe. Je veux dire, en fait, la meilleure équipe qu'ils vont affronter, hormis Clemson et Missouri, c'est NC State. Donc, c'est un calendrier qui est très très facile et on peut espérer avoir un bilan très très bon. S'ils font un 8-4, ce sera la première fois depuis 2008. Moi, à titre personnel, je vais partir aussi sur ce 8-4 parce que c'est une équipe qui a des certitudes, qui a un playmaker incroyable en attaque, qui a un très bon joueur au sol malgré le départ de David Bailey pour Colorado State et avec un quarterback que vous devez suivre l'an prochain. Donc voilà. Ça sera une superbe année pour Boston College. Les gars, petit prono rapidement. Ouais, moi, je vois 8-4 aussi, parce que c'est le calendrier, il chope ni UNC ni Miami, c'est presque cadeau, quoi. Ouais, 8-4, ouais. Et ni Notre-Dame. Ni Notre-Dame, ouais. Donc non, franchement, c'est une belle année. Ouais. Ce que j'aime avec Boston College, c'est que c'est une équipe qui joue avec beaucoup de cœur. Ce que j'aime moins chez eux, c'est qu'ils jouent avec beaucoup de cœur face aux grosses teams. Et donc, du coup, ils ont tendance à se relâcher face à des équipes un petit peu moins en vue, là où ils pourraient gagner, justement. Et je pense que c'est ce qui peut un petit peu leur faire défaut. Après, voilà. Et en même temps, en petit hot take, franchement, Phil Jurkovec, on verra, on en parle à la fin de la saison, au niveau de la draft. Alors, je pense pas un premier tour, peut-être pas un deuxième, mais ça en parlera en tout cas, à mon avis. Ça en parlera. Il va falloir faire une belle année, mais bon. Ouais, exactement. Exactement. Cette fois-ci, on se dirige du côté de la Caroline du Nord et de Winston-Salem pour la fac de Wake Forest. À Winston-Salem, en ce moment, il y a le tournoi ATP de tennis. On va vous parler un petit peu de Wake Forest avec Gus. Déjà, c'est une fac qui est connue pour son équipe de basket. Il y en a quelques-unes comme ça en ACC.
Ils ont notamment eu Chris Paul, Tim Duncan dans leur rang. Voilà. Ça fera plaisir à notre pote Alexis qui tient le compte Wake Forest France, qu'on vous invite à aller suivre sur Twitter. Donc, il y a un compte Wake Forest qui recense un petit peu les différents sports, tout ça. Gros bisous, Alexis. N'hésitez pas à aller le suivre. Au niveau de l'année 2020, eh bien, un bilan négatif, 4 victoires pour 5 défaites, 3 victoires pour 4 défaites en ACC. Des victoires notamment face aux deux Virginia et des défaites un peu face aux gros Clemson, UNC, Louisville également, mais surtout défaite en bowl. Ils ont réussi à obtenir la qualification bowl. Défaite en bowl face à Wisconsin au Ducks Mayo Bowl, 28-42. C'était pas le bowl où ils avaient mis de la maillot là sur le coach ou un truc comme ça. Il y avait une histoire comme ça, mais. Si, je crois, mais c'était il y a plusieurs années, non? Non, bah c'est ok, ouais, ok. Bon, voilà. Donc, un bol représenté par la mayonnaise. C'était du côté du stade des Panthers à Charlotte. Au niveau de l'intersaison, eh bien, c'est la 8e saison de l'head coach Dave Clawson, qui a un bilan de 40 victoires pour 45 défaites avec Wake Forest, l'ancien head coach de Bowling Green. Ils ont perdu Carlos Basham, le DN, drafté au 2e tour chez les Buffalo Bills. Donc, très, très grosse perte sur la D-line. C'était vraiment un mec, on en a parlé pas mal de Basham, vous le savez. C'était la 66e classe de commit 2021 également au niveau des joueurs lycéens, la 14e en ACC. Le meilleur commit, c'est le 58e quarterback du pays, Santino Mauchi, à la fois d'être Santino Marella. 6 transferts également, seulement des 3 étoiles, sauf un qui est un ancien 4 étoiles de Michigan qui s'appelle Luigi Villain. Luigi Villain, je ne sais pas comment le prononcer, mais ça s'invente pas en tout cas au niveau du nom. Qui est un 4 étoiles de Michigan et le 5e meilleur DN de la classe de Jalen Phillips, Chase Young. Tu t'en rappelles de cette classe-là? Donc voilà, plutôt pas mal. Après, à voir. Au niveau de l'effectif, Augustin, je te laisse nous en parler. Alors ouais, l'effectif de Wake Forest qui est plutôt un bon effectif avec notamment quelques stars que je vais vous citer maintenant. On part avec le quarterback titulaire Sam Hartman qui s'est un petit peu révélé l'an dernier et qui sera l'une des têtes d'affiche de la conférence ACC. C'est pas le quarterback le plus précis ni le plus rapide, mais il sait mener une attaque, surtout quand sa O-line fait le taf, chose qui fut rare l'an dernier, surtout en pass protection. Mais il y a eu, lors de certains matchs, quelques flashs. Et il faudrait qu'elle lui donne cette année plus de temps. Et tout devrait donc être bon. D'autant plus qu'elle est entièrement de retour. Et on sait à quel point l'expérience commune est appréciable chez les O-line. Pour les autres postes de l'attaque, le poste de running back est la seule perte de cette attaque avec le départ pour Michigan State de Kenneth Walker. Mais le running back Christian Bill Smith, un jeune, devrait faire le taf et il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en lui. Maintenant, on passe à la meilleure partie avec le receveur Jacquari Robertson, qui est l'un des tout meilleurs receveurs du pays, régulièrement sélectionné dans divers All-American Teams en 2020 ou même cette année en pré-saison, notamment dans l'équipe de Phil Steele. Il avait réalisé un très bel exercice 2020 avec 926 yards et 8 TD, soit en gros une moyenne de 102 yards par match. Mais il ne sera pas tout seul, chose importante pour Sam Hartman, puisqu'il y aura également Donovan Green, Taylor Morin et tous les tight ends de l'an dernier qui sont donc de retour. Au niveau de la défense, c'est un peu moins folichon. Si l'attaque fut une satisfaction l'an dernier, ce n'était pas le cas de la défense qui a eu beaucoup de mal. Ils encaissaient en moyenne 33 points par match. Il y a pas mal d'incertitudes qui demeurent sur la D-line avec le départ de Carlos Basham, comme tu l'as dit Elio, pour la NFL chez les Buffalo Bills. Mais on voit le retour du defensive tackle Miles Fox, qui sera le joueur défensif à suivre de cette équipe assurément. Ils accueillent aussi un très bon transfert de l'université de ULM Louisiana à Monroe, Kevin Pointer Jr. Il faut aussi notifier cette room de DB. Les squads sera très, très bonne puisqu'il y aura des joueurs expérimentés qui savent faire des jeux. Je vous conseille de suivre le duo de safety Nick Anderson et Nazir Greer. Au niveau du calendrier, alors il y aura un calendrier hors conf assez facile avec 2 matchs face à des équipes de FCS, Old Dominion et Norfolk State. Les 2 seront à Winston-Salem chez les Demon Deacons. Puis un match à Army, donc à West Point. On verra ce que ça donne parce que c'est jamais facile de contrer la triple option. Je parle d'un point de vue défensif et puis après en attaque, on sait qu'Army a toujours une bonne défense, donc on verra ce que ça donne. Au niveau du calendrier en conf, c'est
pas le plus difficile, malgré le fait qu'ils se déplacent 2 fois à UNC et Clemson, qui seront 2 défaites évidemment. À titre personnel, je pense que Wake Forest sera meilleur que Florida State et Syracuse et se battra donc avec Boston College pour être 4e de l'ACC Atlantique. Je parie donc sur un bilan de 7 victoires et ils seront bowl eligible. Eh bien, très bien. Merci pour Wake Forest. Encore une fois, on vous invite à aller suivre le compte Twitter français Wake Forest FR. Désormais, c'est le moment, les gars. Nous allons parler de l'ogre de l'ACC, l'ogre depuis des saisons. Syracuse. Syracuse. Ils jouent orange, hein. Ils jouent Florida orange. State Florida State J'aimerais bien que ce soit Ah là. non, ils sont pas en prison, pardon. Clemson, donc, vous avez deviné, les Tigers, hein, donc Clemson, qui ont perdu, bien entendu, la très grande superstar, le meilleur, le numéro 10 dans le top 100 de la NFL 2021, déjà d'avance, il nous l'annonce. Non, je rigole, mais il l'avait déjà classé, je crois, un truc comme ça, bref. Trevor Lawrence, donc, qui est parti et qui laisse une fac un petit peu orpheline au niveau quarterback. Est-ce que finalement, cette fac est tant orpheline que ça? Il y a eu pas mal de départs. Donc, j'ai parlé de Lawrence, il y a aussi Travis Etienne. Il y a pas mal de postes qui ont été un petit peu désertés ces 2 dernières saisons. Mais est-ce que ça sera bien remplacé? Augustin, on va nous en parler tout de suite. Alors certes, Trevor Lawrence va manquer au programme de Clemson, hein, qu'on soit clair, c'est un des meilleurs joueurs du programme de tous les temps. Mais est-ce que sportivement, ça va vraiment s'en faire ressentir? J'en suis pas si sûr. Alors l'an dernier, ils sont sur un bilan de 11 victoires pour une défaite en saison régulière. Défaite que je dois mentionner, profitons-en, ça n'arrive pas tout le temps, face à Notre-Dame, à South Bend, voilà, en double overtime. Puis une défaite nette qui a été assez inattendue au Sugar Bowl face à Ohio State, 49-28 en demi-finale des playoffs de college football. Au niveau de l'intersaison, alors Dabo Swinney, le coach qu'on adore tous ici, est toujours là. C'est bizarre parce qu'il avait déclaré qu'il arrêterait de coacher le jour où les joueurs seraient payés. Il a toujours son Quand poste. il a vu ce qui tombait dans son compte par mois, il a dit dire non, en fait, je continue, quoi. Et bah Baptiste, tu as raison de me parler de compte parce que ses adjoints ont été augmentés. Ces coordinateurs qui sont exceptionnels, ça, je pense que c'est même le meilleur duo de coordinateurs du pays avec Tony Elliott et Brent Venables. Tony Elliott, qui est l'offensive coordinateur, bah, son salaire a été monté à 2 millions par an pour le convaincre de rester encore un petit peu à Clemson. Et nul doute qu'il y aura bientôt un très très gros programme à charge. On sait qu'il était déjà dans les petits papiers de Tennessee. Mais bon, dans 2 ans, moi je pense qu'il n'est plus à Clemson. Le quarterback titulaire, rentrons dans le vrai tout de suite. Trevor Lawrence est parti pour la NFL. Le titulaire sera DJ Uiagalelei, qui était le premier quarterback de la classe 2019. Bon, il est annoncé depuis longtemps comme le successeur de Trevor Lawrence. C'est un profil que j'aime bien, qui est beaucoup plus pocket passeur que Trevor. Mais il n'est pas du tout mobile en fait. Voilà, c'est ça que je veux notifier, quoi. Il a un bras énorme, il peut te balancer des bombes mais incroyables avec une précision extrême, mais il a du mal à extend the place comme disent les Américains. Et bon, s'il développe ça, ça va être un carnage, hein, qu'on soit clair. Il a eu 2 matchs titulaires cette année. Parce que Trevor Lawrence, rappelez-vous, a eu le Covid. Bon, avec les protocoles de l'ACC, il n'a pas pu jouer 2 matchs. C'était face à Notre-Dame, où il a quand même sorti une belle partition avec 439 yards et 2 touchdowns. Et Boston College, où les statistiques, ouais, c'est presque autant, quoi. Ça sera l'attraction du programme, hein, comme la plupart des quarterbacks. Et on lui prédit déjà le premier choix de la draft 2023. Mon pote, tu as une grande pression sur les épaules. Il faut aussi parler de son remplaçant. La chose sera super compliquée avec la blessure de son backup qui était annoncé cette année, Taysun Pomachan. Ça devait être un autre joueur qui lui aussi avait une full scholarship, mais il est parti en MLB, puisqu'il était aussi dans l'équipe universitaire de Clemson, qui est une très bonne équipe de baseball d'ailleurs. Et donc le backup, ça sera le sophomore Hunter Hems, qui est un walk-on, autrement dit un joueur qui n'a pas de bourse. Alors il n'a pas intérêt à se blesser. Au niveau de l'attaque, comment parler de cette attaque sans parler de Travis Etienne Jr. qui est parti pour la NFL, meilleur running back de l'histoire du programme, titulaire depuis 3 ans, il a vraiment explosé tous les records de Clemson et de l'ACC. Il sera remplacé par son éternel, mais non moins talentueux remplaçant, Lindsey Dixon, que Baptiste t'aime bien. Je me rappelle Ouais, des épisodes l'année dernière.
Faites attention au freshman 5 étoiles Will Shipley, qui était le premier All-Purpose Back de la classe 2021, qui devrait avec Kobe Pace avoir du temps de jeu suite au transfert de Chase Mellusi pour Wisconsin. L'escouade de receveurs sera aussi très intéressante, malgré le départ pour les NFL de Amari Rodgers et Cornell Powell. Une escouade qui sera super compétitive avec le retour de Justin Ross. Le college football en est très content après une année blanche suite à une blessure. S'il revient bien, ça sera un premier tour de draft l'an prochain et il devrait être la cible principale de DJ tant son talent est grand. Il aura à ses côtés. Oui, pardon, Elio. Non, mais juste on lui souhaite, hein, parce qu'on n'est pas sûr, avec la blessure qu'il a eue, on n'est pas sûr qu'il revienne au niveau qu'il avait, mais Puis c'est un magnifique quand il était joueur. au top, qu'est-ce que c'était kiffant à avoir joué, vraiment. Ouais, on lui vraiment. souhaite. Avec T. Higgins, c'était un super duo. Il y aura à ses côtés Joseph Ngata, Edgy Williams et Frank Latson Jr. qui ont beaucoup de reps l'an dernier. Et il y a un petit receveur, un sophomore qui a crevé l'écran lors du Spring Game, c'est Ajou. Donc nom assez facile à retenir. Il sera à surveiller et évidemment le retour du tight end Davis Allen. La défense. Commençons par la D-line. C'est la meilleure du pays sans aucune contestation possible. Alors là, s'il y a bien un point où tout le monde est d'accord, c'est la suprématie de cette D-line. Avec les freshmen Miles Murphy et Brian Breeze, qui étaient des stars top 10 du recrutement en 2020, qui se sont révélés, qui ont déjà qui avaient la place de titulaire en tant que true freshman. Ils seront accompagnés de Xavier Thomas, qui est l'ancienne meilleure recrue de sa classe en 2017 ou 2018, il me semble. Bref, lui, il a eu des problèmes un petit peu de cœur. Mais apparemment, il revient très très fort. Taylor Davis, Justin Foster et Kiji Henry, c'est une ligne indestructible. Franchement, bonne chance aux line adverses. Les linebackers seront toujours solides avec le retour de l'âne de la défense, le controversé James Kalski. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est l'âme de cette défense. Lui, quand il partira, il va vraiment... C'est son cerveau dans 20 ans qui aimera moins, je pense. Sinon, le reste, ça va. Si ce n'est pas déjà. Ah, lui, il adore les targets, hein, les targetings. S'il ne fait pas un targeting par match, il meurt. Et il y aura aussi Baylen Spector. C'est le Yannick Cahuzac du college football. Ah, mais je te jure. Et lui, il pouvait être à Nice l'autre jour. Hein. Il est suspendu tous les 2 matchs. Et voilà, donc lui et Baylen Spector, qui étaient des linebackers pas du tout stars lors de leur recrutement, mais que le defensive coordinateur Brand Venables a métamorphosé. À noter qu'il a son fils qui joue aussi au poste. Allez, on va essayer de trouver une petite faiblesse à cette équipe l'an dernier. C'était l'escouade de DB. Ça ne va pas s'arranger avec le transfert du cornerback Derion Kendrick à Georgia. On ne sait pas trop ce qui s'est passé autour de lui, mais il a quitté au printemps l'équipe, certainement, enfin une histoire de comportement, d'après ce que j'ai lu, mais bon, ça reste quand même assez opaque. La star sera donc le cornerback Andrew Booth Jr. au poste de cornerback, comme je viens de le dire. Et on verra aussi le retour du super senior Nolan Turner, un profil qui n'ira pas en effet, il n'est pas impressionnant, mais ça fait le taf. Et dans la défense huilée de Venables, ça sera super. Voilà, donc avec tout ce que je viens de vous présenter, avec les 3 rideaux, j'en fais ma conclusion. C'est la meilleure défense du college football. Si vous aimez la défense, regardez Clemson l'an prochain. La question que tout le monde se pose, DJ va-t-il offrir aux Tigers une place en playoff? Alors, oui. Je suis sûr à 100%, il faudrait alors un cataclysme qu'il se blesse. Déjà parce qu'il est très fort et parce qu'il pourra compter sur un effectif ultra fourni et talentueux. Il aura les armes à disposition, une O-line assez bonne malgré le départ de Jackson Carman pour la NFL. Et parce que le calendrier est une autoroute. Hormis le premier match face à Georgia au stade des Panthers au Bank of America Stadium de Charlotte, après, mais c'est limite pas normal, quoi. On critique souvent Clemson en disant qu'ils ont des calendriers chaque année, des calendriers cupcake, mais là c'est encore pire, quoi. Je sais même pas quoi dire. Les oppositions les plus compliquées, ça sera NC State, Boston College et Florida State, quoi. C'est vous dire la difficulté de ce programme. De ce calendrier, des matchs face à Yukon, Wake Forest, Syracuse. J'ai entendu Patriots, j'ai rien dit, excusez-moi. Il va quand même falloir commencer sérieusement à parler de la SEC comme une conf du groupe of 5, hein, moi je vous le dis. Mais si demain Clemson se barre, il n'y a plus personne. Hein.
Ah, mais la conférence de Cincinnati, elle est plus relevée. Hein. Ah bah oui, je suis d'accord. Ça doit être bon, peut-être pas parce qu'il y a North Carolina et Miami, mais c'est vrai que la SEC traverse en ce moment une période compliquée. Fut un temps où elle était bien meilleure, hein, les années Florida State. Bon, Florida State, ça fait 30 ans que c'est une super équipe, mais voilà, faut que la SEC retrouve un petit peu ses lettres de noblesse. Vous l'avez compris, il est difficile de ne pas miser sur un bilan sans défaite. Et je les vois battre Georgia parce que la Week 1 est la semaine où les Bulldogs seront les plus prenables. D'autant plus que Darnell Washington et Tyke Smith sont blessés et ne participeront pas au match. Plus que des prétendants au playoff, ils sont prétendants au titre. Et c'est vraiment sur cet argument-là qu'ils seront jugés. Et j'aimerais vous rappeler que Trevor Lawrence avait gagné le titre national en 2018 face à Bama lors de sa saison freshman. Alors pourquoi pas DJ Uiagalelei? En plus, sachant qu'il a déjà prouvé qu'il était le match qu'il fait contre Notre-Dame en saison régulière, c'était quand même assez incroyable de la part d'un true freshman, quoi. Donc, il a quand même plus prouvé que, je sais pas, on parle de Bryce Young d'Alabama, mais lui a beaucoup plus de certitude par rapport à Bryce Young, quoi. Et puis il a un père hyper drôle. Vous verrez dans les tribunes à chaque fois, une montagne. Palmarès de DJ, il a un père hyper drôle, super. Ouais, Guigui. Ouais, je vais petite anecdote, Baptiste, il a commencé à l'introduire. Mais si on se retrouve avec un Bama Clemson, ce qui est possible, hein, en finale nationale, ça sera pour ceux qui, comme moi, n'ont vraiment pas de vie et qui s'intéressent aussi au football lycéen. Ça sera le rematch le rematch d'un duel de quarterback qui était l'un des duels les plus hypés pour moi de la dernière décennie en high school, quand DJ était à Saint John Bosco et Bryce Young à Mater Dei, donc deux grosses powerhouses de Californie qui alimentent tout le pays en top joueur chaque année, qui s'étaient déjà rencontrés à l'époque. Et si je dis pas de bêtises, ça a été conclu par une victoire de Mater Dei, je crois. Mais en place, c'était sûr, c'était un des matchs, une des oppositions les plus anticipées de ces dernières années sur le football lycéen, qu'on pourrait retrouver au plus haut, sur la plus grande stage du college football. En tout cas, ouais, non, très bonne anecdote parce que le lycée, c'est ce qui alimente la fac et c'est ce qui enfin voilà, bref. J'arrête de parler, on passe direct à la Géorgie et la ville d'Atlanta avec Georgia Tech. Baptiste va nous parler de G-Tech. Ah, ça se construit le programme, hein. Ouais, ça se construit brique par Doucement. brique, hein, doucement mais sûrement pour des ingénieurs. J'avais fait la preview l'année dernière de Georgia Tech, j'avais fait aussi Louisville. Enfin, on me donne que les problèmes pourris là, faut que j'aille voir le RH là, ça commence à me casser les noix. Bref, direction Atlanta, parce que c'est vrai que Georgia Tech a l'avantage quand même d'évoluer au sein de la métropole d'Atlanta avec ce stade avec les gratte-ciel en fond. C'est assez singulier comme ambiance de stade, le stade des Yellow Jackets. Donc rapidement, un petit retour sur l'année 2020, un bilan de 3-7 avec des défaites hyper lourdes, notamment contre Clemson. Je crois qu'ils étaient menés de 60 points à la mi-temps ou pas loin. Enfin, c'était un peu le carnage. Même une défaite à Syracuse pour Cornell 2. Victoire contre Louisville, Florida State et Duke. Donc là, c'était la deuxième saison pour Geoff Collins, hein, qui était arrivé en provenant de Temple. Il avait mis de côté la triple option qui était mise en place jusqu'alors. Donc voilà, donc il faut rebâtir le programme. Donc c'est vrai que c'est compliqué. J'avais parlé notamment l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous vous souvenez probablement pas, et c'est normal, du fait que notamment les membres de la ligne offensive étaient trop petits, pas assez gros pour protéger correctement un passeur, quoi, tout simplement. Donc c'était déjà rien que ça, c'était un sacré chantier. Mais toujours est-il que au bout de les petits trucs sympathiques de première saison ont complètement disparu en deuxième. Donc là, c'est quand même pas des signes qui sont pas hyper intéressants. Geoff Collins a gardé son staff, il n'y a pas eu de changement. Le maître mot, c'est patience du côté d'Atlanta. Quelques arrivées sympathiques en provenance du portail des transferts. Je pense notamment aux deux tackles. Donc Kenneth Kirby qui arrive de Norfolk State. Alors bon, c'est du FCS, mais ça reste un mec avec beaucoup d'expérience qui a été de nombreuses fois dans les équipes de fin d'année. Et Devin Cochran, dont j'avais parlé l'année dernière, qui vient de Vanderbilt, qui n'avait pas pu jouer en raison des règles de transfert. Cette année, il peut jouer. Donc forcément,
il va apporter l'expérience. C'est un mec qui a joué 3 ans Vanderbilt, donc c'est quelqu'un. Donc, qui dit Vanderbilt, dit forcément quelqu'un avec un haut niveau académique, donc un joueur très cérébral, donc toujours très intéressant d'avoir ce type de joueur-là. Et du côté de la défense, il y a 2 edges qui sont arrivés. Kevin Harris qui est en provenance d'Alabama et Ken White en provenance, je crois, de Old Dominion, si je dis pas de bêtises. Et voilà, qui a des sacrées références, pareil, du côté des Monarchs. Voilà. À noter le départ de Jalen Camp à la draft, 6e tour du côté des Jaguars. Et du punter Presley Harvin de Third du 7e tour du côté des Steelers, un des meilleurs punters du college football, voire le meilleur punter du college football des dernières années. David Curry, le linebacker, est parti et Zach Quinney, le tackle, est parti pour du travail. C'est assez rare pour être souligné. Voilà, il a décidé de quitter le monde du college football pour travailler. Du côté de la revue d'effectifs, le QB titulaire sera Jeff Sims. Alors, je fais mon mea culpa pour l'année dernière où j'avais annoncé tout à fait sûr de moi que ce serait James Graham qui serait QB titulaire. Et ben non, c'est Jeff Sims qui a été titulaire en tant que true freshman. Voilà, une année un petit peu compliquée, une année de freshman, quoi, des éclairs, mais une inconsistance, enfin, voilà, classique. Du côté des joueurs un peu sympas à suivre, j'en avais parlé l'année dernière, Jahmyr Gibbs qui était très true freshman pendant l'année dernière et qui a montrer tout son talent, 500 yards à la course, 300 yards à la réception, en seulement 6 matchs et demi. Donc voilà, c'est un typique de joueur un peu couteau suisse, un peu passe-partout, bon à la course, bon receveur, même si c'est un coureur à la base. Du côté de la défense, il y a Quez Jackson, le linebacker, qui devrait devenir le leader de sa défense après une saison 2020 compliquée. Voilà, mais il a fait des gros sacrifices au niveau du camp et les insiders ne tarissent pas d'éloges sur son implication en défense. Alors, du côté des forces de l'équipe, notamment, c'est surtout le corps de receveurs. Donc là, j'ai parlé de Jahmyr Gibbs, mais aussi Jordan Mason qui était blessé l'année dernière, mais qui a des solides, qui a sorti une année 2012 tout à fait correcte. De plus, il y a des lignes beaucoup plus fournies. J'ai parlé de l'offensive line notamment. Du côté des faiblesses, et ça, c'est des faiblesses qui sont un peu pénibles. C'est une équipe qui était très pénalisée en 2020. 89 flag, donc 41 avant le snap, 26 false starts. Enfin, voilà, c'est quand même des choses qui à ce niveau-là ne sont pas possibles. Voilà, donc il faut qu'ils progressent au niveau des pénalités. Il y a un poste de tight end à reconstruire. Là, pareil, parce que qui dit triple option dit forcément des tight ends beaucoup moins utilisés, donc forcément, le poste de tight end, il faut repartir de zéro, quoi. Attention, la défense et la passe aussi, mais la secondary revient quasiment à 100%, donc ça devrait être un petit peu mieux. Le recrutement s'accélère. Voilà, j'en avais parlé que la Géorgie est un des États quand même le plus prolifique en termes de talent. Donc forcément, il en manque encore un peu là, mais ça va augmenter au fil des années. Donc de ce côté-là, il devrait avoir du positif. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le siège de Geoff Collins commencerait-il pas un petit peu chauffer, doucement mais sûrement, voilà, parce que même si Georgia Tech, on a mis du côté... je crois qu'on lui a fait signer un contrat de 6 ans, donc a priori, il devrait avoir un peu le temps de faire les choses. Mais bon, il faut quand même qu'il progresse et qu'il ait une trajectoire un petit peu ascendante. Du côté du calendrier, on a un début de calendrier plutôt sympathique avec les Huskies de Northern Illinois pour commencer, suivi de Kennesaw State, une équipe de FCS. Donc 2 matchs gagnables, même si attention à Kennesaw State qui pourrait être une équipe accrocheuse, même si c'est une équipe FCS. Par contre, le 3e match, c'est Clemson et le 4e, c'est North Carolina. Donc, le début du calendrier SEC est assez compliqué. Le reste devrait être un peu plus simple, mais la fin du calendrier est beaucoup plus dure, puisqu'il y a Notre-Dame et Georgia pour le fameux Clean Old Fashion 8, le match de rivalité. Donc voilà, ça va être un petit peu plus dur. Honnêtement, pour moi, il y a un match qui peut être assez significatif de la saison. C'est le match du 12 octobre contre Pitt. Une équipe peut-être à un niveau un peu plus élevé, mais s'ils arrivent à gagner ce match-là, ça veut dire que l'équipe est sur des bons rails. Malgré ça, je vois simplement 3 victoires. Une victoire contre NYU, une victoire contre Kennesaw State et une autre victoire. Allez, Duke, parce que Duke, on va en parler tout à l'heure, c'est catastrophique. Allez, 3-9 pour les Yellow Jackets. Et une année un petit peu compliquée. On va rester avec notre référent syndicaliste qui va s'occuper aussi d'une équipe en grande difficulté, qui est peut-être une des universités au niveau football, voire l'université, à part Rutgers, l'université au niveau football la plus proche de New York et qui représente l'État de New York. Syracuse, les Oranges. On fait des bisous à Alex de Syracuse France. Vous pouvez aller suivre sur Twitter, donc il raconte Syracuse France. Baptiste, une nouvelle fois. Baptiste, tu fais dans la charité ce soir. Hein.
Ouais, et puis en plus, il fait coup sur coup, et je crois que les Syracuse, c'est encore pire, quoi. Enfin, bon. Alors, La bêtise. Syracuse. Parce que Par ça où sort de qu'on- superbes années aussi. Hein. Ça sort d'une super année, surtout l'année 2018 avec ce fameux 10-3 qui sortait presque de nulle part. Avec André Cisco était freshman, je crois, cette année-là. Enfin bref, il avait été assez extraordinaire en tant que tout freshman. Donc effectivement, voilà, c'est Syracuse, c'est le programme sur la pente descendante par excellence. 10-3 en 2018, 1-10 l'année dernière. Voilà, seule victoire de Georgia Tech. Voilà, félicitations au palmarès de Georgia Tech. On a filé une victoire à Syracuse. Voilà, bravo les gars. Euh, Malgré ça, pas de gros changements au niveau des coachs. Dino Babers, le head coach de l'Orange, garde du crédit auprès de ses coordinateurs, sachant qu'il a changé de coordinateur défensif l'année dernière. Donc voilà, donc il attend de voir ce que ça donne, sachant que la défense fonctionne à peu près correctement. Alors, pas de gros coups sur le portail des transferts. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis, mais pas de grosses arrivées, pas d'arrivées notables en tout cas. Par contre, au niveau départ de la draft, le trio de défenseurs, notre secondary parti en NFL, alors deux ont été draftés, le troisième non. Je parle bien sûr de Milifonu, c'est comme ça que ça prononce, c'est assez compliqué. Milifonu et Cisco qui ont été draftés, et Trill Williams qui lui n'a pas été drafté, mais je crois qu'il est encore dans un roster, si je dis pas de bêtises. Donc tous les trois qui vont laisser forcément un gros vide au niveau de la secondary. Du côté des joueurs qui sont actuellement présents dans l'effectif, au niveau du QB titulaire, ça sera Tommy DeVito, qui était titulaire l'année dernière, voilà, qui a connu une année un petit peu compliquée. Dino Babers en est bien conscient, c'est pour ça qu'on a noté l'arrivée de Garrett Schrader, qui est l'ancien quarterback de Mississippi State, pour donner un petit peu de profondeur à la QB room et pour pousser un peu Tommy DeVito. Tommy DeVito devra être titulaire en début de saison, mais je pense qu'on pourrait voir Garrett Schrader très rapidement sur le terrain. Garrett Schrader qui a quelques matchs sous son bras de QB du côté des Bulldogs de Mississippi State. C'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Du côté des joueurs stars à suivre, il y a forcément le receveur Tage Harris qui a presque 2 milliards dans la carrière, une vraie menace aérienne, super bon sur les yards après réception, voilà, un très bon joueur de college football, un très bon receveur, voilà, qui devrait être l'arme numéro 1 d'attaque de l'Orange cette année. Du côté de la défense, j'ai l'impression que je parlais tout le temps de linebacker, c'est un truc de fou. Et ben, c'est Michael Jones, le linebacker, qui était impliqué dans 8 pertes de balles l'année dernière, ce qui est tout simplement le record FBS. Voilà, c'était le joueur qui a provoqué plus de pertes de balles l'année dernière. Donc, c'est-à-dire soit des interceptions, soit des fumbles. Et en plus, c'est simplement un sophomore. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un redshirt sophomore, mais en tout cas, l'année dernière, il a fait ça en tant que redshirt freshman. Donc, c'est déjà une sacrée performance. Alors, du côté des forces de l'équipe, il y a une ligne défensive qui fonctionne bien, avec un nouveau schéma de jeu qui fonctionne plutôt bien. Alors, il joue avec un 3-3-5, alors c'est assez bizarre, mais en fait, ça donne beaucoup de flexibilité, surtout au niveau du pass rush, ce genre de choses, et ça pose pas mal de soucis. L'année dernière, c'est pas vraiment la défense qui a posé soucis du côté de Syracuse. La défense a posé souci, mais moins que l'attaque, on va dire. Mais voilà, en tout cas, c'est un format qu'on voit peu, mais je pense qu'il devrait faire des émules, parce qu'effectivement, je pense que quand on est une équipe un petit peu moins talentueuse, ça peut être intéressant de forcer l'attaque à des schémas de jeu défensif un peu plus hors du commun, et donc ça peut être intéressant. Du côté des faiblesses, les linebackers et la second region, comme je l'ai dit. Donc voilà, à voir si cette premier front de 3 joueurs de la ligne défensive suffira pour que la défense reste au niveau qu'on connaît du côté de Syracuse. Du côté du calendrier, alors, il y a quand même un calendrier hors conférence qui est plutôt abordable. Alors, il y a les Bobcats de l'Ohio. Alors, c'est une bonne équipe de MAC, je ne dis pas le contraire, mais théoriquement, ça devrait pouvoir le faire. Alors, le match est là-bas, mais je pense que s'ils perdent ce match-là, ce sera quand même pas de très bonne augure pour la saison. Après, par contre, il y a la réception de Rutgers, donc le programme que j'aime bien, le programme qui monte, dans une match de rivalité entre le New Jersey et l'État de New York. Après, il y a l'Université d'Albany, donc ça, c'est du l'équipe FCS, et les Liberty Flames pour le match retour, qui s'était déjà joué l'année dernière. Donc voilà, 4 matchs abordables. Alors, Rutgers, je le vois perdant, mais les 3 autres, ça pourrait le faire. Alors, Liberty, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé cette année, mais pourquoi pas.
Et après, on rentre du coup dans le calendrier ACC. Il y a Florida State, il y a Wake Forest, il y a Clemson. Et mine de rien, malgré l'absence de UNC, malgré l'absence de Miami, je vois pas tant de victoires que ça à la sortie. Allez, je vais dire Ohio, Albany. Ils vont perdre contre Liberty, je suis sûr. Et allez, je vois un 3-9. Peut-être une victoire grattée contre Wake Forest ou Pitt. Allez, 3-9. Ce sera déjà bien. Mais c'est vrai que le programme commence quand même à un peu partir à volo. Et la question en fait, qui est un peu sous-jacente, c'est ce que serait quand même pas la fin de l'ère de Dino Babers, sachant que même s'il est beaucoup apprécié de ses joueurs, du programme en tant que tel, même de ses adversaires, il faut gagner, quoi. Alors, c'est l'année du 3 2018, elle existe, mais c'était déjà il y a 3 ans. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de vivre dans le passé et vivre dans le présent. Et si les résultats sont pas bons, je pense qu'on lui montrera la porte. Et cette année, ça risque d'être dur quand même. Baptiste, tu pourrais être head coach quand même. Tu as un gros mental, tu fais tous les programmes assez défectueux de Je college suis football pour les previews. Je suis le Luis Fernandez, on m'appelle quand les programmes sont à 1-2, à 9, et puis pour gagner les 2 matchs de fin de saison. C'est clair. Attention, le Luis en ou le fait, Jean Fernandez, hein, pareil, un peu du même acabit. Ouais, c'est les Fernandez qui étaient comme ça, quoi. On passe cette fois-ci, on retourne en Floride et pour un programme qui était très flashy, qui était très fort aussi, il y a encore pas si longtemps que ça en réalité. On va à Tuscaloosa, non, ça c'est Alabama. On va à Tallahassee en Floride. Du côté de Florida State, Augustin, Florida State. Alors, ouais, tu as raison de mentionner ces belles années de Florida State, hein. On parle souvent du titre de 2013, bon, en réalité, qui a eu lieu en 2014 parce que la finale est en janvier. Mais Florida State, c'est pas que Jameis Winston, c'est aussi les années Bobby Bowden qui nous a quittés il y a maintenant quelques jours en fait. C'était il y a peut-être 2 semaines. C'est ça. Donc, une légende absolue du college football dans son ensemble, hein, pas que de Floride, pas que des Seminoles, reconnu par tous ses pairs. Tout le monde est allé de son hommage, Nick Saban, Dabo Swinney, Brian Kelly. Vraiment un mec qui faisait l'unanimité et qui a révolutionné à sa manière le college football. Passons donc à l'année 2020, qui n'était que la deuxième saison de Mike Norvell, qui, je rappelle, était le coach en fait, qui a pris le relais de Jimbo Fisher, qui était le coach des Tigers de Memphis, avec un bilan bien dégueulasse, avec 2 victoires pour 6 défaites, seulement 2 victoires, et ouais, ça fait mal. L'une face à Jacksonville State, une équipe de FCS, et l'autre, une véritable pour le coup, face à UNC, North Carolina, au terme d'un super match qui était super intense et indécis. UNC s'était complètement troué au début de match, hein. Il me semble qu'il y avait 28-0 à la mi-temps pour les Seminoles. Voilà, c'était un super match, sinon que des branlés. Et je suis obligé de vous le mentionner pour vous montrer comment la phase d'un programme de college football peut changer en si peu de temps. Voilà. Et Florida State est passé de son titre en 2014 à ça. Je vais vous citer les défaites parce qu'il faut absolument, en fait. Ils ont perdu 51-10 face à Miami, 42-26 face à Notre-Dame, 48-18 face à Louisville, hein. 41-17 face à Pitt, 38-22 par NC State. Ça fait en moyenne 36 points encaissés par match et une défaite en plus historique, on va dire la cerise sur le gâteau à domicile face à Georgia Tech en ouverture. Et encore, ils ont la chance. Ouais. Faut pas oublier aussi qu'ils ont eu peur du match contre Clemson, donc ils ont arrangé le coup pour être forfait. C'est ce que j'allais dire, et ils ont la chance que le match face à Clemson n'ait pas été joué. Alors les mauvaises langues, je suis d'accord avec Guillaume, les mauvaises langues comme Guillaume diront qu'ils ont fait exprès pour pas affronter Clemson. Et franchement, quand tu vois leur défense et l'attaque de Clemson l'an dernier, je me dis que c'était pas plus mal qu'un ou deux joueurs et le Covid. Donc voilà, le programme, est-ce qu'il peut espérer mieux? On va voir ça avec la revue de l'effectif. Le quarterback titulaire, donc au 23 août, date à laquelle on enregistre, on ne connaît pas encore le titulaire. Ça devrait être Mackenzie Milton, l'ex-quarterback de USF, qui a gagné le poste, qui aurait gagné, du moins c'est ce qu'on pense pour l'instant, le poste de titulaire face à Jordan Travis, qui avait eu beaucoup de temps de jeu l'an dernier. C'était le quarterback de la saison historique d'UCF en 2017, Central Florida.
saison historique qui s'est soldée par un bilan à 0 défaite. Sur sa carrière, c'est 9 milliards, 70 touchdowns. Mais il a subi une affreuse blessure au genou en 2018, rappelez-vous, qui a failli lui coûter l'amputation. Depuis, il n'a plus du tout joué. Donc, on sait qu'il est super talentueux, mais avec ces 2 ans de trou, même 3 ans, comment va-t-il faire pour retrouver du rythme? C'est la question que l'on se pose. Hormis lui, en attaque, le jeu au sol était la rare satisfaction, si ce n'est la seule, avec le running back numéro 1 ancien de Texas A&M, Rashawn Corbin, à moins que Lawrence Toffoli, un true freshman, lui prenne la place. La O-line... À défaut d'être 3 comme Baron Corbin. Le catch. La O-line était dégueulasse et c'est un euphémisme de le dire. On regardait les matchs, on avait du mal pour les quarterbacks, ça faisait vraiment peur pour le coup. Tu mets Elio et Guillaume en O-line, c'est meilleur quoi. Et j'exagère même pas. Ça faisait vraiment de la peine à voir. Et ils sont allés chercher un O-line de Notre-Dame, Diane Gibbons. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une petite aparté sur ce joueur pendant 30 secondes parce que c'est le premier joueur en fait à avoir signé un partenariat avec GoFundMe, il me semble. Bref, c'est un équivalent de Litchi grâce à la NIL. Où en fait, il a payé. Il a créé une cagnotte pour payer un enfant fan des Seminoles de Florida State sa place pour aller voir le match face à Notre-Dame en ouverture de la saison. Et en fait, la cagnotte a dépassé le montant qui était espéré pour arriver jusqu'à 70 000 $. Et cet argent va lui servir à payer son hospitalisation. Donc voilà, c'est la belle histoire de l'été à Tallahassee. Les receveurs. C'était une catastrophe l'an dernier. C'est la raison pour laquelle le jeu à la course a pris le dessus. Tous les receveurs sont partis en NFL ou sur le portail des transferts. C'est pas plus mal, on repart de zéro. Ils sont donc allés chercher le receveur star de Kansas, Andrew Parchment, un super senior. Et attention, j'ai regardé 15 spring games cette année, c'était celui de Florida State. Bon, j'ai regretté, mais j'ai vu Malik McClain qui a véritablement impressionné. C'est un jeune de Floride et lui, il va faire parler de lui les années prochaines. En défense, je vous ai dit les scores qu'il y a eu, quoi. C'était une catastrophe. Limite, faudrait même pas en parler parce que ça craint, quoi. Le poste de cornerback, c'était le seul point positif, pardon. Mais cette année, ils ont perdu Asante Samuel Jr. et Hamza Nasruddin. Mais ils auront un très très bon trio avec Jarvis Brownlee Jr. et Brandon Moore et Jamie Robinson. Donc voilà, une escouade profonde et on sait quelle est la tradition chez les defensive backs à Florida State. La D-line, ils sont allés chercher Jermaine Johnson de Georgia ainsi que Keir Thomas qui a plus de 30 matchs en tant que titulaire à South Carolina. Cette D-line n'a fait que 9 sacs l'an dernier en 8 matchs. C'était catastrophique, on ne va même pas en parler. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les Seminoles sont-ils de retour? Alors vous allez me dire, c'est paradoxal avec tout ce que je viens de vous dire. Alors cette année, ils ne seront pas de retour, mais cette année-là, en fait, on s'en fout, elle n'est pas importante. Il faut raisonner à moyen, long terme, parce que Florida State est en train de redevenir attractif pour les recrues, notamment en fait, dans le sillage de leur cornerback, qui est le meilleur joueur de la classe 2022, avec le reclassement de Quinn Ewers en 2021, c'est Travis Hunter. Ils ont et qui est pour l'instant, enfin, il est commis verbalement, mais qui est la deuxième meilleure recrue de toute l'histoire de Florida State, sachant qu'ils ont eu d'énormes recrues. Et la première recrue, je crois, c'était Ernie Sims, non? C'est ça, qui est parti chez les Cardinals, tout ça. Voilà, le linebacker. Donc, lui, ça fait hyper longtemps. En fait, il vient de Géorgie et c'est un fan du programme depuis qu'il est tout petit. Donc, il en est dans son sillage des 4 étoiles très haut placés, dont le quarterback titulaire de l'IMG Academy, à Bradenton, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume. Donc voilà, Florida State a les arguments pour revenir sur le devant de la scène, déjà grâce au recrutement. Il faut juste attendre un petit peu, il faut manger son pain noir parce que le futur pourra être bien meilleur. C'est pince de crabe plutôt, noir. Crab Leg Jameis. Alors le calendrier sera. D'ailleurs, cette nuit, il joue un match des Saints pré-saison. Cette nuit, il est titulaire avec l'équipe 1 au passage. Merci Elio.
le calendrier sera très très difficile, malgré le fait qu'il soit très sexy. Alors, il est dur parce qu'en ACC, déplacement à Clemson, UNC, North Carolina et Boston College. Puis, ils accueilleront Notre-Dame en week 1 à la maison et ils se déplaceront pour la dernière semaine à Florida. Et j'ai oublié de vous parler de Miami. Bon, voilà, c'est juste une équipe très forte encore sur le passage de Florida State. Je les vois pas du tout battre ces Cadors. Évidemment, ça va gagner face à Jacksonville State, Wake Forest, Syracuse et encore, quand tu vois la saison dernière, tu devrais te dire en fait qu'ils vont gagner au final que 3 voire 4 matchs à tout casser. Mais j'ai confiance en Mackenzie Milton. Je pense que l'équipe a pris beaucoup de maturité. Ils ont eu le temps de s'entraîner cette année. Alors, je pense pas qu'ils se qualifieront pour un bowl, mais il y aura au moins 5 victoires. Et c'est tout ce que je souhaite à ce programme historique du college football. Et même Guillaume de Florida qui déteste cette équipe, bon, comme toutes les autres équipes de Floride, a besoin de Florida State. Gus, tu as mentionné Bobby Bowden pour vous dire à quel point le programme de Florida State était dominant au début des années 90 quand Bobby Bowden était le head coach. Florida State a terminé dans le top 4 de l'AP Poll 14 ans consécutifs. À la fin de la saison, ils étaient en top 4, 14 ans de suite. Ça vous donne le degré de compétitivité du programme sur 14 ans de suite. C'est absolument incroyable. Eh bien, très bien. Après avoir parlé de ce programme historique, on retourne du côté de la Virginie. La Virginie à Charlottesville. Cette fois-ci, c'est l'University of Virginia. Je fais des coucous à Virginia France, que vous pouvez aller follow sur Twitter également, qui est un pote aussi. Voilà, qui vous donne toutes les infos sur l'Université de Virginie, et notamment en basket, en football et basket, il fait les deux. Donc voilà, si vous aimez bien ça, sachant que Virginia ont remporté, il me semble, la March Madness il y a 3 ans de ça, 2018, il me semble. Voilà. Ouais, non, c'était Villanova, 2018, 2019, Virginia. 2019. Et ça y est, du coup, comme ça, on a fait la prévue de la SEC. Il va arrêter de rendre fou sur Twitter, le frérot. Au niveau de l'année 2020 pour Virginia, eh bien, c'est un bilan 50-50, 5 victoires, 5 défaites, 4 victoires et 5 défaites en ACC. Les victoires notamment face à l'ogre North Carolina, 44-41 à la fin d'un match fou. Louisville, Boston College et des défaites face à Clemson, Miami, Virginia, etc. Donc Virginia, les rivaux. Virginia Tech, excusez-moi. Au niveau de l'intersaison, c'est la 6e saison du head coach Bronco Mendenhall, qui était pendant plus de 10 ans l'ancien head coach de BYU. Il a un record de 30 victoires pour 32 défaites avec Virginia. Au niveau des pertes au NFL, on a 2 joueurs assez importants qui ont été récupérés en undrafted free agents. Déjà Tony Poljan, le tight end titulaire du côté des Baltimore Ravens, et Charles Snowden, qui a été étrangement pas drafté, qui a terminé du côté des Chicago Bears, le linebacker. Au niveau des commits, c'est la 32e classe nationale, la 6e en ACC, donc c'est pas mal. Il y a 3-4 étoiles, le 19e meilleur D-line, j'arrive plus à parler, 22e edge et le 24e offensive tackle. Il y a un gros recrutement dans l'État de Virginie, ça c'est bien, ça recrute bien en Virginie, mais il y en a aussi à travers le pays, étonnamment. Il y a des joueurs qui viennent du Texas, d'Alabama, de Géorgie, pour ne citer que, j'ai même vu Tennessee, voilà. Donc ça recrute un petit peu ailleurs, mais le plan central reste en Virginie. Au niveau des transferts, 5 transferts, rien d'essai exceptionnel. Il y a juste, et je tenais à le dire, le tight end Jelani Woods qui arrive d'Oklahoma State, qui était un ancien quarterback qu'on avait commis à Oklahoma State. Un mot sur lui? Ouais, moi j'étais un petit peu triste de le voir partir. Je trouvais que c'est un joueur qu'on n'a pas assez utilisé en attaque. Son fait d'arme principal, c'est un touchdown dans le match contre Texas en 2018. Il nous un touchdown gagnant. Ils ont porté ces magnifiques maillots en hommage à Barry Sanders pour les 30 ans de sa victoire du trophée Heisman. Enfin voilà, c'était pas un hyper bon bloqueur du côté d'Oklahoma State. C'est pour ça qu'on ne voyait pas tant que ça. Alors a priori, c'est pas le retour que j'ai eu du fall camp du côté de Virginia. Ça se passe très bien, tant mieux pour lui. Très gros gabarit, forcément ancien quarterback, donc c'est des gens qui sont souvent très grands. Donc voilà, à voir. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours donné à fond pour le programme. Il était quarterback, il a passé tight end, il a continué à vouloir jouer pour Oklahoma State. C'est pas donné à tout le monde non plus. Donc voilà, un mec que j'aime bien quand même.
et qui aura un gros rôle du côté de Virginia car il reprendra le flambeau de Tony Poljan. Au niveau en départ de transfert, on a Jovan Briggs qui est parti à Cincinnati, qui était la meilleure recrue de l'histoire de Virginia sous le head coach Mendenhall, qui était le 7e defensive tackle, donc un 4 étoiles en 2019. Au niveau de l'effectif, les gars, le QB titulaire, et lui, j'adore le voir jouer. Franchement, c'est un de mes chouchous en college football. J'en parlais déjà la saison dernière. C'est le gaucher junior Brennan Armstrong qui a lancé pour 2117 yards, 18 touchdowns, 11 interceptions et couru pour 552 yards et 5 touchdowns. C'est un peu un tout fou. Franchement, c'est du quarterback freestyle, quoi. Ça passe ou ça casse, ça lance, ça court, c'est gaucher, donc ça c'est. Enfin, c'est un petit peu différent à voir et j'adore ça. C'est une sorte de, je sais pas, ouais, un gros gabarit. Moi, ça me fait marrer. C'est un peu à la Tyson Hill, quoi. C'est ça. C'est que c'est du freestyle et il a des qualités physiques qui font qu'il est assez fun à voir jouer. Au niveau des forces de l'équipe, la O-line qui est composée de beaucoup de joueurs d'expérience avec un bon niveau. Donc ça, c'est pas mal. Même si c'est un peu creux au niveau de la rotation, les titulaires, c'est pas mal. Et le corps de receveur aussi qui a un potentiel avec quelques bons jeunes. C'est principalement les forces de l'équipe. Au niveau des faiblesses, ça va être un petit peu plus long. Il y a le post linebacker déjà avec les départs donc, de Snowden et de Zandier qui combinaient à eux deux 55,5 plaquages pour perte et 24,5 sacs en carrière. Donc ça fait quand même un gros creux en défense. Il y a les DB aussi. L'année dernière, c'était 304,4 yards par match encaissé en moyenne. Donc c'est très mauvais même. Il y a pas mal de retours titulaires qui vont devoir quand même step up. Mais c'est vrai que si ça joue comme l'année dernière, ça risque d'être très très moyen. Et il y a à noter la blessure de Lavelle Davis Jr., le receveur qui s'est fait les ligaments croisés, qui était le numéro 1 en ICC avec 25,8 yards par catch. Donc encore une grosse perte du côté de l'attaque et pour aider Brennan Armstrong. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Virginia peut continuer de grandir ? Est-ce que, parce qu'on voit qu'il recrute de mieux en mieux, on voit qu'il y a un petit peu plus de compétitivité, est-ce que le programme peut aller dans ce sens et continuer de très bien recruter en Virginie ? Virginie, pareil, un bon terreau de recrues dans le pays. Donc assez important avec, on connaît l'Est de la Virginie, ça regroupe pas mal de banlieues, à Washington, tout ça. Il y a pas mal de joueurs qui sont intéressants. Au niveau du calendrier, en week 1, ils affrontent William & Mary, qui est la deuxième plus ancienne université du pays. Deux équipes à la fois? Putain, c'est pas sympa quand même. Merci, Bat. Merci beaucoup. On te le permet pour les équipes que tu as vu de taper. William & Mary, qui est la deuxième université la plus vieille du pays après Harvard. Week 2 face à Illinois qui évolue en Big Ten, donc match hors conf. Il se déplace à North Carolina le 18 septembre, à Miami le 30 septembre, à BYU, les revoilà BYU après avoir écumé toute la Pac-12, le 30 octobre. Ils reçoivent Notre-Dame le 13 novembre et Virginia Tech le 27 novembre. Au niveau des pronostics, j'essaye d'être optimiste. J'essaye. 7 victoires pour 5 défaites, avec des défaites face à North Carolina, Miami, BYU, parce que c'est à l'extérieur, ou Virginia Tech, un des deux. Notre-Dame et Pitt, pas sûr pour Pittsburgh. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir quelques surprises. Ça fera pas mieux qu'un 7-5 à mon avis cette année, Virginia. Et encore une fois, bisous à Virginia France. On va du côté d'une fac assez célèbre pour son équipe de basket et sa réputation académique, moins pour le football. C'est Duke, Baptiste. Ouais, direction la Caroline du Nord. Alors on va faire vite parce que c'est vrai que c'est un programme qui a du mal en ce moment. Voilà. Je pense qu'avec un head coach David Cutcliffe qui est peut-être en fin de règne, voilà, au bout de sa carrière de head coach en tant que head coach de college football, pardon. Donc rapidement, retour sur l'année 2020, bilan 2-9, simplement des victoires contre les 49ers de Charlotte et contre le Orange de Syracuse. Le quarterback titulaire, c'est Chase Bryce, vous vous souvenez, le fameux quarterback qui venait de Clemson, et bien en fait il a été catastrophique. Voilà, il a été un petit peu attendu comme le Messi, il est plutôt reparti comme le Kurzawa, j'ai envie de dire. Il est parti du côté d'Appalachian State. On lui souhaite le meilleur, bien sûr. D'ailleurs, il devrait être titulaire du côté des Mountaineers, comme je l'avais dit lors de la preview. Du côté du changement au niveau des coachs, Jeff Harris devient le play caller principal en attaque.
Donc voilà, il est relativement jeune, il a 31 ans, c'est un ancien joueur de Blue Devils. Il a toujours fait sa carrière de coaching là-bas. Je crois qu'il a commencé en tant que coach des receveurs. Dès qu'il a eu 23 ans, voilà, donc relativement jeune, ils ont besoin de ça, peut-être des nouvelles idées pour pousser un petit peu l'attaque. On va voir ce que ça va donner. Du côté du portail des transferts, 4 arrivées pour 9 départs, donc là c'est quand même significatif d'un programme qui est quand même un petit peu en difficulté. Du côté de la draft, voilà, une grosse perte, 3 grosses pertes, les deux edge, Chris Rumph et Dimukiji. Alors, il me semble que Rumph a été drafté, mais pas Dimukiji, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était les deux play callers principales. Ils ont été responsables de 15 sacs l'année dernière, les meilleurs joueurs en défense, etc., etc. Et les remplacer, ça va être très compliqué. Au niveau de l'attaque, le tight end Noah Gray n'est plus là. Et pareil, voilà, c'est un joueur qui était hyper important en attaque. À voir ce que ça va donner. Alors, le QB titulaire, ça sera Gunnar Holmberg. Voilà, c'est moins pocket placer par rapport à ce que nous avait habitué Cutcliffe. Là, c'est plutôt un dual straight. Il a un temps de 4,51 au 40 yards, ce qui est tout à fait correct. Après, ouais, il a fait des gros progrès au niveau de la passe durant l'intersaison. Donc voilà, après, c'est des discours de coach de camp. Voilà, il faut toujours prendre des pincettes sur ce qu'on nous dit. Ça sera pas le Peyton Manning 2.0, hein, qu'on soit très clair, mais ça devrait être un QB tout à fait correct. À voir ce que ça va donner. De toute façon, ils mourront ou vivront par le succès de Gunnar Holmberg. Donc, à voir ce que ça va faire cette année. Du côté des joueurs stars à suivre, le running back Matteo Durant, qui sort d'une très bonne saison l'année dernière, 6,8 yards par course. Voilà, c'est très très bon. Pourtant, l'OL n'était pas terrible, mais voilà, il a fait ce qu'il a pu. Et du côté de la défense, le linebacker Chaka, encore un linebacker, mais j'ai quoi avec linebacker? Je touche 2 euros à chaque fois je les mentionne ou quoi? Comment ça se passe? Et Chaka, Est-ce qu'il cogne? Pas Duke. Est-ce qu'il cogne? Il cogne, c'est bon. Ouais. Il cogne et ce bon vieux Chaka devrait prendre le rôle de leader dans une défense qui a perdu ses meilleurs éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du côté de la force de l'équipe, il y a l'expérience au poste de receveur, ça c'est plutôt intéressant, et poste de linebacker. Donc voilà, donc Gunnar Holmberg pourra compter sur des receveurs expérimentés. Ça, on sait quand même, quand on est nouveau quarterback, c'est toujours intéressant. Du côté des faiblesses, voilà, il y a les 2 lignes à reconstruire. Et quand on sait que l'importance des lignes dans le football, c'est toujours complexe. Je crois qu'il n'y a plus qu'un titulaire sur la ligne offensive et un titulaire sur la ligne défensive. Donc voilà, ça va être un petit peu complexe, sachant que c'est vrai que c'est une année très compliquée. On en avait beaucoup parlé. Avec cette année de Super Senior, enfin d'années supplémentaires pour tout le monde, il y a énormément de programmes qui ont des retours de production qui sont impressionnants. Duke, pas du tout. Et voilà, ça va porter préjudice au programme cette année, ça c'est sûr. Attention aux pertes de balles aussi, l'année dernière c'était catastrophique de ce côté-là. Voilà, avec Holmberg, peut-être que ça sera un petit peu mieux. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on n'assisterait pas à la dernière année de Cutcliffe à la tête des Blue Devils? Personnellement, je le pense. À voir après sur ce qui est le projet du programme. Voilà, comme disait Elio, c'est quand même plutôt un programme de basket qui a un petit peu du mal à trouver sa place, surtout avec l'ennemi intime UNC qui prend énormément de place maintenant. On en discutera juste après. Du côté du calendrier, un premier match contre Charlotte, après North Carolina, Haiti, les Aggies, une équipe FCS. Un duel contre Northwestern dans un duel de grosses têtes et d'équipes qui a perdu énormément. Là, ça va être à qui a perdu le plus de joueurs pendant l'intersaison. Ça va être assez sympathique. Et un match contre Kansas. Donc finalement, même si l'équipe n'est pas bonne, vu le pédigré des équipes qu'ils rencontrent, c'est tout à fait possible qu'il y ait un départ à 4-0. Northwestern va rentrer durement dans le rang, je pense, cette année. Donc c'est, même si le match en plus est à Durham, donc ça devrait le faire. Donc moi, pour moi, un départ à 4-0 est tout à fait possible. Après, il y aura toujours moyen de gratter une victoire en ICC contre Georgia Tech ou Louisville ou Virginia. Voilà, des équipes qui sont à peu près du même calibre que Duke. Désolé, peut-être pour Virginia, je suis peut-être un petit peu dur. Voilà, donc je vais dire un bilan de 4-8 ou de 5-7, mais finalement, avec les victoires qui vont arriver très tôt dans la saison, il va y avoir souvent ce côté saison complètement raté, parce que la fin de saison, ça va être du W de partout, je pense, et ça va être un petit peu compliqué. Pour les Blue Devils, voilà, ils vont attendre la saison de basket avec impatience, je pense. Les fans de Duke au football, ils vont écouter du Wagner après ta preview, là. Merci en tout cas, Mathieu. Mais vraiment, moi j'ai mis l'ambiance ce soir. Hein. Ouais,
On passe, eh bien, justement, les voisins. Alors, les voisins, c'est un autre calibre, en revanche. Ça se situe à Chapel Hill, donc toujours en Caroline du Nord. C'est l'université of North Carolina, les Tar Heels, où a joué le grand Michael Jordan en basket, et où joue le grand Samuel en quarterback. Samuel, je pense que s'il fait une bonne saison, on n'a pas fini d'en parler, hein, avant la draft et tout l'année prochaine. Ça va jacter. Il y a déjà un petit peu cette partie de ceux qui l'aiment pas trop et ceux vraiment qui l'apprécient. En tout cas, UNC, à quoi ça peut ressembler avec lui justement en 2021, Guillaume? UNC, ça peut ressembler à quelque chose d'assez stylé. On va faire un petit point sur la saison dernière. UNC offensivement, c'était incroyable. Ça a fini un peu malheureusement en 8-4 avec des défaites assez étonnantes, on va dire, face à notamment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, face à Florida State et Virginia, donc les 2 matchs à l'extérieur. Mais derrière, ça a mis ça prenait pas mal de points, mais offensivement, ça a mis du 56, 48, 44, 56, 59, 49, 62 contre Miami, où ils mettent une fessée à Miami dans leur stade de location du Hard Rock Stadium, 62-26, le même stade que les Dolphins en NFL. Donc, moi, Baptiste, il avait un peu les équipes que tu n'as pas envie de faire. Moi, j'ai eu les 2 équipes que je trouve qui font une bonne saison, mais tu te dis, putain, c'est pas passé loin de quelque chose du niveau au-dessus. Parce que si ça termine à juste une défaite contre Notre-Dame, pour moi, c'est pas volé. Au-delà de ça, ils finissent à 8-3 sur leur saison régulière. Ils perdent leur bowl game contre Texas A&M 41-27. C'était le Capital One Orange Bowl. Et c'est leur premier bowl majeur depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, pour leur premier bowl majeur depuis 1950. Donc effectivement, c'est un petit bout de temps. Toujours sous les ordres de Mac Brown, qui a récupéré cette équipe et en a fait des choses assez incroyables. Sur les années 2017-2018, ils étaient en cumulé 5 victoires, 18 défaites. On voit que la tendance a été largement inversée depuis. Les gros points forts de cette équipe, évidemment Samuel, hein, Elliot a commencé à en parler. Samuel, qui pour la petite info, moi je l'aime énormément depuis juste son arrivée en college football, parce qu'il a fait faux bond à Florida State un peu à la dernière seconde. Samuel est à l'époque un quarterback très très bien classé en recrutement. Je me demande s'il n'était pas 5 étoiles ou haut du 4 étoiles, on va dire. Donc ça va être son année où il va falloir c'est même plus prouver, c'est juste confirmer les attentes et passer ce niveau au-dessus, parce que ça peut vraiment finir premier tour. Et je pense que c'est le seul qui peut empêcher Spencer Rattler d'être le premier quarterback choisi. Maintenant, la grosse question de cette année pour North Carolina, pour les Tar Heels, ça va être: est-ce qu'ils vont réussir à remplacer toute leur production, surtout offensivement? Ils ont perdu leurs deux stars receveurs, Dwamie Brown et Daz Newsome. Ils ont perdu le meilleur pour moi duo de running back du college football l'année dernière, dans les personnes de Michael Carter et de Javonte Williams. Donc, est-ce que les mecs derrière vont réussir à step up? Pour moi, ça va vraiment être la grosse question. En défense aussi, ils perdent. C'était Chase Surratt. J'ai toujours un doute avec. Ouais, non, c'était Chaz Surratt. Leur leading tackler et leader capitaine, comme j'aime un peu dire, un peu vulgairement, le cœur et les couilles de cette défense. Au-delà de ça, en défense, c'est plutôt jeune. C'est assez bon, notamment avec l'ancien 5 étoiles Tony Grimes qui va starter. Et d'ailleurs, toute la room de cornerback qui est assez jeune et qui va avoir beaucoup de choses à prouver, vu les scores qu'ils ont pris à la saison dernière. Ça va vraiment être à la défense de step up si UNC veut prétendre, pourquoi pas, une place en playoff. Donc ça va être vraiment ça la grosse question, c'est: est-ce qu'ils vont réussir à remplacer leur production? Gros point positif aussi de cette équipe, ils récupèrent toute leur O-line. Donc leur
leurs 6 meilleurs O-line sont de retour à Chapel Hill. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, je trouve. Mais voilà, ça va être pour moi la grosse question de cette équipe, c'est est-ce qu'ils vont réussir à remplacer toute leur production, que ce soit en attaque et en défense, plus la production statistique en attaque et vraiment en défense ce rôle de leader de Surratt, même s'il était il avait aussi une grosse production statistique, pardon. C'était leur leading tackler toute la saison. Donc ça va être ça pour moi le gros point qui va faire ou défaire leur saison. En ce qui concerne leur calendrier, calendrier de ACC, un petit peu plus compliqué que les autres gros cylindrés de cette conférence. Alors oui, ils n'ont pas Clemson, mais ils ont Notre-Dame à South Bend. Et ils reçoivent Miami, donc ce qui va être les deux gros matchs de leur calendrier. Honnêtement, je les vois perdre contre Notre-Dame. Je les vois battre Miami. Je les vois en 11-1 et aller du coup en ACC Championship. Et je pense qu'en finissant en 11-1, si Notre-Dame fait une bonne saison et sur un match tout est possible en remportant le titre, je pense que ça peut aller en playoff. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Ça, c'est une toute autre question. Personnellement, je ne pense pas, mais pour moi, c'est vraiment le plafond de cette équipe. Le plancher, pour moi, je vois pas un monde où ils ont plus de 2 défaites, honnêtement, parce que je pense vraiment que cette défense a et va progresser. Leur attaque, je me fais pas trop de soucis. Ils ont des jeunes joueurs, ils ont du playmaker. C'est pas des noms aussi connus et aussi flashy que ceux de l'année dernière, mais ça devrait tourner. Je me fais pas de soucis sous la houlette de Samuel. Donc je vais partir sur un 11-1 avec, comme je l'ai dit, la défaite face à Notre-Dame. Et maintenant, voilà, le vrai truc, ça va être pas faire comme l'année dernière, à se faire upset sur des matchs que tu dois jamais perdre, en fait. Parce que pour moi, vraiment, Florida State et Virginia, c'est des fautes professionnelles à ce niveau-là. Tu peux pas 2 ans de suite, en fait. Ça serait vraiment du gâchis en termes de joueurs et en termes d'équipe, en fait. Pour moi, vraiment, c'est une deuxième saison comme ça, ce serait vraiment du gâchis pour cette équipe qui je trouve, mérite vraiment d'être au top du college football. Et bien sur ce, très bien, c'était la dernière preview, donc avant le coup d'envoi, le kick-off de la saison. C'est-à-dire que le prochain épisode où vous nous entendez, c'est pour vous parler des matchs qui se seront déroulés. Entre-temps, bien entendu, on va faire nos live Twitch. Il y aura Baptiste à 17h tous les samedis avant les matchs qui sera en live, voire un peu plus tôt que 17h, on verra. On vous annoncera ça à chaque fois, chaque jour, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur la saison à venir, des petits doutes, des petites choses. Voilà, on est toujours disponible. Merci de nous avoir écoutés. On vient de clore les previews. C'était une grosse partie de notre off-season. C'était quelque chose d'assez important pour nous. Ça nous a fait super plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Et voilà, continuez, on continue. Et puis on se dit à la prochaine pour des matchs de football. Le CFB revient, les gars. Allez, salut tout le monde. Salut à tous. Salut à tous. Ciao.